bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici pour vous parler donc de la rencontre entre le hasard et la géométrie. Alors, cette rencontre, d'abord, on va faire un petit peu d'histoire. Alors, je ne suis pas du tout historienne des sciences, mais je vais préparer un petit contexte historique pour vous replacer l'histoire de cette rencontre. Et donc, cette rencontre, on peut la faire commencer à Buffon. Donc, Buffon, d'abord, je vais vous parler un peu de la vie de Buffon. Donc, le comte de Buffon, de son vrai nom Georges-Louis Leclerc. Donc, c'est un homme de science qui a vécu au XVIIIe siècle. Il est né en 1707 en Bourgogne. Et il a commencé par faire des études de droit, parce que son père voulait qu'il fasse des études de droit. Et puis finalement, ce qui l'intéressait, c'était la science. Donc il est parti faire des sciences à Angers. Donc à cette époque-là, on étudiait toutes les sciences en même temps, la médecine, la physique, la chimie, tout ça. Et puis il rencontre un riche duc et son précepteur, qui est naturaliste. Et avec eux, il va faire tout le tour de l'Europe à la recherche de l'exploration de la nature en Europe. Il s'intéresse beaucoup à la nature. Et puis à l'âge de 25 ans, en 1732, il revient à Paris, il s'installe à Paris. Donc là, il fréquente les cercles scientifiques, il fréquente aussi des gens comme Voltaire. Et en particulier, à cette occasion, il va rédiger un petit mémoire, qui est un mémoire sur le calcul des probabilités, donc en 1733. Et ce mémoire est très remarqué. Et ça le fait élire à l'Académie des sciences en 1734. Il a 27 ans. Et il est donc élu à l'Académie des sciences. Alors après, en fait, ce pourquoi il est surtout connu, en fait, c'est pour le Jardin des plantes. Et donc ça, c'est en 1739. En fait, il se fait nommer intendant des Jardins du Roi. Et donc, c'est lui qui contribue à faire ce que le Jardin des plantes et le Muséum d'histoire naturelle sont maintenant, c'est-à-dire à la fois des laboratoires de recherche, des musées d'exposition, des conservations d'espèces. Donc, ça, c'est sa grande œuvre, et ainsi que son ouvrage qui va avec, donc qui est l'histoire naturelle, générale et particulière, qui est un énorme ensemble de volumes, donc 44 volumes, qui ont été écrits par lui, mais pas que par lui. Et ces volumes, en fait, sont d'une teneur tout autant scientifique que littéraire, et qui font qu'il sera même donc élu, en fait, après à l'Académie française, en 1753, je crois. Et donc voilà. Et donc c'est à lui qu'on doit aussi tout ce jardin des plantes. Et puis finalement, il meurt à quelques mois du début de la Révolution française en 1788. Voilà, donc Buffon. Et alors donc le fameux texte dont je vais vous parler, où il nous présente cette rencontre de la géométrie et du hasard. Donc là, j'ai repris en fait le texte tel qu'il est lui-même, dans ce fameux mémoire présenté à l'Académie des sciences qui lui a valu d'être élu académicien. Et donc, c'est un mémoire sur le jeu du franc-carreau, donc qu'il a présenté en 1733. Donc, je vais vous lire le texte. Alors, c'est un peu du vieux français. L'analyse est le seul instrument dont on se soit servi jusqu'à ce jour dans la science des probabilités pour déterminer et fixer les rapports du hasard. La géométrie paraissait peu propre à un ouvrage aussi délié. Cependant, si l'on y regarde de près, il sera facile de reconnaître que cet avantage de l'analyse sur la géométrie est tout à fait accidentel. Il suffira de faire attention que les jeux et les questions de conjecture ne roulent ordinairement que sur des rapports de quantités discrètes. Donc là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que habituellement, quand on regardait le hasard, quand on faisait des calculs de probabilité, on regardait des quantités discrètes. C'était sur des jeux tels que je joue au dé, quelle est la probabilité que j'obtienne le 1, ou quelle est la probabilité que j'obtienne un nombre pair. Après, où je joue aux cartes, quelle est la probabilité d'obtenir telle ou telle main avec mes cartes. Donc à chaque fois, pour calculer ces probabilités, on comptait un nombre de cas possibles, et puis on comptait ces quantités discrètes, on faisait le rapport de ces quantités discrètes, et on calculait la probabilité. Donc a priori, ça n'avait rien à voir avec de la géométrie. Donc ce qu'il nous dit, c'est que pour mettre donc la géométrie en possession de ses droits sur la science du hasard, il ne s'agit que d'inventer des jeux qui roulent sur l'étendue et sur ses rapports, ou calculer le petit nombre de ceux de cette nature qui sont déjà trouvés. Le jeu du franc-carreau peut nous servir d'exemple. Voici ces conditions qui sont fort simples. Donc là, il va nous parler il va nous parler de plusieurs jeux en fait dans ce mémoire. Et le premier jeu, c'est le jeu du franc-carreau. Alors, c'est quoi le jeu du franc-carreau? Donc, c'est un jeu où vous avez le sol, des carreaux qui sont supposés tous les mêmes au sol. Vous avez une pièce que vous jetez sur le sol et vous vous demandez est-ce qu'elle va tomber à franc carreau, c'est-à-dire est-ce qu'elle va tomber franchement à l'intérieur d'un carreau, ou est-ce que sinon est-ce qu'elle va toucher un peu le bord des carreaux.
Donc là, par exemple, la pièce, elle touche le bord des carreaux, donc c'est perdu. Là, c'est gagné. La pièce est tombée franchement à l'intérieur du carreau, donc c'est gagné. Ici, c'est perdu. Et en fait, la question à laquelle il s'intéresse, c'est comment choisir la taille de la pièce en fonction de la taille du carreau pour que le jeu soit équitable, c'est-à-dire pour qu'on ait autant de chances de gagner que de chances de perdre. Donc on voit bien que, évidemment, si la pièce est énorme par rapport au carreau, elle va tout le temps croiser le bord du carreau. Si elle est toute petite, on va voir qu'elle a plus de chances de tomber complètement à l'intérieur du carreau. Mais donc, quel doit être le rapport entre ces deux tailles de la pièce et celle du carreau pour que le jeu soit équitable? Donc là, je vais vous emmener faire quelques calculs de probabilité. Donc, ne dormez pas encore. On regardera des images après dans la deuxième partie de mon exposé, mais pour l'instant, on va faire un peu de maths et après, on regardera des images, des films. Alors, donc, pour faire le calcul, on va prendre quelques notations. Donc, on va appeler petit a la taille du côté du carreau, et puis on va appeler petit r le rayon de la pièce. D'accord ? Donc, on va regarder quelles sont les configurations où la pièce va tomber à franc carreau. Donc si on regarde le centre de la pièce, pour qu'elle tombe à franc carreau, il faut qu'elle tombe à l'intérieur de ce petit carré gris que j'ai dessiné. D'accord ? Quand le centre de la pièce est à l'intérieur de ce carré, la pièce que j'ai dessiné de rayon R, petit r, elle ne va pas toucher le bord du carreau. Donc, du coup, la probabilité de gagner, ça va être un rapport d'air. Donc, c'est là que Buffon nous dit que la géométrie intervient, parce qu'on est en train de calculer des aires sur des objets géométriques. Et donc, le rapport de ces deux aires va nous donner la probabilité de gagner. Donc, pour gagner, ça va être l'aire de ce petit carré gris divisé par l'aire de tout le carreau en entier. Donc, le petit carré gris, en fait, c'est un carré de côté A moins R qu'on a enlevé de chaque côté. Donc, c'est A moins 2R. Donc, le rapport des aires, donc, vous savez tous que l'aire d'un carré, c'est la longueur du côté au carré. Donc, le rapport des aires, c'est A moins 2R au carré sur A au carré. Et donc, il en déduit que pour que le jeu soit équitable, il faut que le diamètre de la pièce, c'est-à-dire que 2 fois le rayon, soit égal à cette quantité 1 moins 1 sur racine de 2 fois la longueur du côté. Voilà, donc ça, c'est le premier jeu qu'il considère. Après, il y a un deuxième jeu qu'il considère, pour lequel il est peut-être plus connu, Buffon, c'est la fameuse aiguille de Buffon. Alors, l'aiguille de Buffon, donc là, maintenant, le jeu, c'est on lance une aiguille sur un parquet. Donc, on fait l'hypothèse que le parquet, il est très régulier. Les lattes, elles sont aussi longues qu'on veut. Elles sont tous de largeur exactement la même. Et puis, on va lancer une aiguille, et puis on regarde quand est-ce que l'aiguille croise les lattes du parquet, ou sinon, quand est-ce qu'elle tombe entièrement à l'intérieur des lattes du parquet. Donc voilà, là, l'aiguille est tombée à l'intérieur. Ici, elle a croisé le bord du parquet. Ici, elle est tombée à l'intérieur. Et puis, en fait, l'aiguille peut tomber dans n'importe quelle orientation. Et donc, elle peut croiser ou pas le parquet. Donc maintenant, on veut faire la même chose. On veut calculer quelle est la probabilité que l'aiguille croise les lattes du parquet. Donc là, on va faire des calculs un petit peu plus compliqués que ce tout à l'heure, mais ce sera vraiment les derniers calculs compliqués que je vais vous montrer. Donc, on note, cette fois-ci, petit a, ça va être la largeur des lattes du parquet. Et puis, notre aiguille, pour la repérer, en fait, ça va être une aiguille, elle va être considérée comme étant de longueur 2L. Et puis, on va regarder, en fait, où est le milieu de l'aiguille. Donc, pour repérer comment est l'aiguille, on va regarder où tombe son milieu. Donc, son milieu, on va dire qu'il va tomber à une distance Y de la latte, du bord supérieur de la latte à l'intérieur de laquelle elle est. Donc ça, c'est ce qu'on note Y. Et puis, pour déterminer complètement l'aiguille, il faut aussi qu'on donne quelle est son orientation. Donc l'orientation, elle est repérée par un angle qui est noté alpha. D'accord ? C'est l'angle par rapport à la direction horizontale. D'accord ? Donc là, on a entièrement déterminé la position de notre aiguille. Donc maintenant, pour que l'aiguille, elle croise soit la latte sur le bord supérieur, soit la latte sur le bord inférieur, il y a deux possibilités. Soit l'aiguille, elle est tombée de telle façon à ce que cette distance Y, elle est trop petite, et elle est trop petite au sens où elle est plus petite que cette distance que j'ai mis là dans une flèche à double sens. Et cette distance-là, c'est une longueur qui vaut L sinus alpha. D'accord ? On a
un triangle rectangle, l'angle alpha ici, la longueur L, c'est la demi-longueur de l'aiguille. Donc ici, cette petite longueur, c'est L sinus alpha. Donc si Y est plus petit que L sinus alpha, votre aiguille, elle va toucher le bord supérieur de la latte du parquet. Et inversement, pour qu'elle touche, pareil, la latte, le bord inférieur du parquet, à ce moment-là, si Y il est plus grand que A moins L sinus alpha, l'aiguille va toucher le bord inférieur du parquet. Donc il y a deux possibilités, deux configurations dans lesquelles l'aiguille peut toucher le bord du parquet. Du coup, finalement, si on représente en fait la configuration de l'aiguille par des couples Y alpha, et ben la probabilité qu'il y ait un croisement, et ben ça va être la même chose que tout à l'heure, ça va être un rapport d'air. Donc ça va être l'air de l'ensemble des Y alpha favorables au croisement, divisé par l'air de tout l'ensemble des Y alpha possibles. Donc les Y alpha, on peut les représenter en dimension 2, comme ça, avec alpha qui est ici en abscisse, Y qui est en ordonnée. Donc alpha, c'est l'orientation de l'aiguille, elle varie entre 0 et pi, qui est l'angle plat 180 degrés. Et puis pour que ça soit favorable, eh ben on a vu qu'il faut que Y soit plus petit que L sinus alpha ou plus grand que A moins L sinus alpha. Donc c'est-à-dire que Y il doit être à l'intérieur de cette zone grise. Cette zone grise étant justement la courbe délimitée par la courbe d'équation alpha donne L sinus alpha. Donc on peut calculer en fait le rapport entre cette aire grise par rapport à l'aire de tout ce rectangle. Donc d'abord l'aire du rectangle, ben vous avez un rectangle qui vaut de longueur pi ici et longueur A là, donc son aire c'est A fois pi. Et puis cette aire, en fait, ça se calcule comme étant une intégrale d'une fonction entre 0 et pi, qui se calcule facilement et qui est égale à 4 fois L. Donc finalement, la probabilité qu'il y ait un croisement, c'est 4L sur A pi. D'accord ? Donc là, la démonstration que je viens de vous faire, en fait, ce n'est pas celle qu'on trouve dans le papier de Buffon, dans son mémoire. Lui, il fait une démonstration à base d'une aire, d'une cycloïde, où il imagine que l'aiguille roule et dessine une cycloïde et il regarde les croisements. Donc, c'est tout un... Disons que c'est des notions qu'on utilise beaucoup moins, nous, maintenant, à l'école. Moi, en particulier, je n'ai pas beaucoup étudié les aires des cycloïdes, mais apparemment, il y a des époques où voilà, on connaissait par cœur toutes ces aires de toutes ces courbes fantastiques. Voilà, donc ça, c'est le raisonnement de Buffon. Donc, la conclusion de Buffon, c'est de se dire ces exemples suffisent pour donner une idée des jeux que l'on peut imaginer sur les rapports de l'étendue. L'on pourrait se proposer plusieurs autres questions de cette espèce qui ne laisseraient pas d'être curieuses et même utiles. Si l'on se demandait, par exemple, combien l'on risque à passer une rivière sous une planche plus ou moins étroite, quelle doit être la peur que l'on doit avoir de la foudre ou de la chute d'une bombe, et nombre d'autres problèmes de conjecture où l'on doit considérer que le rapport de l'étendue et qui, par conséquent, appartiennent à la géométrie tout autant qu'à l'analyse. Donc là, c'est vraiment ce qu'on a regardé, des rapports d'étendue, en fait, des rapports d'air et des rapports d'air géométriques qui nous ont donné des exemples. Donc en fait, on verra après dans la suite de ce que je vais vous parler, justement que ces histoires de la foudre, de la chute d'une bombe, en fait, il a deviné juste en quelque sorte. C'est vraiment des choses qu'on regarde maintenant et des calculs qu'on fait et qui sont vraiment dans les mathématiques actuelles. Et du coup, je voudrais maintenant, donc tout a l'air bien, d'accord, mais en fait, tout ça repose quand même sur un élément assez essentiel, qui est un élément qui a été souligné donc, par Joseph Bertrand, dont le calcul des probabilités. Donc Joseph Bertrand, lui, c'est au XIXe siècle, donc c'est bien après Buffon. Et lui, pareil, il a été à l'Académie des sciences, à l'Académie française. Et il a écrit en particulier un ouvrage qui s'appelle « Calcul des probabilités », dans lequel il souligne bien ce fait, qui est que la probabilité d'un événement est le rapport du nombre des cas favorables au nombre total des cas possibles. D'accord ? Donc tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est qu'on a calculé des aires, on a calculé les aires où c'était favorable par rapport aux aires possibles. Mais alors, une condition est sous-entendue, c'est que tous les cas doivent être également possibles. D'accord ? Parce que sinon, on pourrait calculer n'importe quoi. Avec ce genre de raisonnement, si on dit juste les cas possibles divisés par les cas favorables divisés par tous les cas possibles,
on arrive à la conclusion que toute probabilité vaut 1,5, d'accord? Parce qu'on se dit, les cas possibles, les cas favorables, ben c'est 1, et puis les cas possibles, c'est soit les cas favorables, soit les cas défavorables, il y a 2 possibilités, donc on a toujours une chance sur 2 de gagner. Alors en fait, on sait bien que toute probabilité ne vaut pas 1,5, d'accord? Donc évidemment, quand on fait ce genre de raisonnement, on sous-entend, il faut vraiment vérifier cette condition qui est que tous les cas possibles doivent être également possibles. Donc, alors il illustre ça par un paradoxe qui s'appelle le paradoxe de Bertrand, qui est le suivant. Qui est, en fait, on se demande quelle est la probabilité qu'une droite jetée au hasard sur un cercle de rayon 1 détermine une corde de longueur plus grande que racine de 3. Alors d'où sort le racine de 3 ? Racine de 3, en fait, c'est exactement la longueur du côté d'un triangle équilatéral qui serait inscrit dans le cercle. D'accord ? Donc le cercle est de rayon 1, et puis vous avez un triangle ici qui est de racine de 3. Et donc, en fait, Bertrand propose plusieurs façons de raisonner et qui aboutissent à des calculs de probabilité, des résultats différents. Alors donc, je vais vous montrer les 3 façons de raisonner. On va voir qu'on trouve 3 chiffres différents. Donc, sa première façon de raisonner, c'est de dire, en fait, on va noter AB, c'est la corde déterminée par la droite qui est jetée au hasard. Donc, en fait, quitte à tourner la figure, on peut supposer que le point A, il est fixe. Et à ce moment-là, le point B, lui, il va se retrouver quelque part sur le cercle. Le point B, il est quelque part sur le cercle. Et pour que la corde, en fait, elle soit de longueur plus grande que racine de 3, il faut que le point B se retrouve dans cette partie-là du cercle. La partie, ce tiers-là du cercle. Parce que s'il se retrouve ici ou s'il se retrouve là, la corde, elle va être trop petite. Elle va être plus petite que la longueur racine de 3. Donc il faut que la corde se retrouve ici. Donc en fait, comme mon point B, il peut se retrouver partout sur le cercle, il a une chance sur 3 de se retrouver dans cet arc-là. Donc ma probabilité vaut 1/3. Voilà, premier raisonnement. Deuxième raisonnement. On se dit, quitte à tourner la figure, en fait, je peux supposer que ma corde AB, elle est horizontale. Et à ce moment-là, pour que elle soit de longueur plus grande que racine de 3, je vais regarder à quelle distance elle doit se situer du centre du cercle. Pour que la longueur soit assez petite, il faut que la corde elle soit à une distance du centre de cercle qui soit plus petite que 1,5. D'accord ? Parce que si on est au-delà de la distance 1,5, ça veut dire que ma corde elle va être soit en dessous, là, ici, soit elle va être au-dessus, là, mais dans tous les cas, elle va être trop courte. Elle va être en dessous de la longueur racine de 3. Donc en fait, il faut que ma distance soit plus petite que 1,5, sachant que ma distance elle est comprise entre 0 et 1, là elle doit être plus petite que 1,5, donc ma probabilité vaut 1,5. Voilà. Donc autre, ce qui n'est pas égal à 1/3, comme chacun sait. Alors, troisième raisonnement possible. Alors cette fois-ci, on va regarder le centre de la corde. Alors le centre de la corde, il peut se retrouver a priori partout à l'intérieur du disque. D'accord ? Donc mon centre de la corde, il peut se retrouver partout à l'intérieur du disque. Mais pour que ma corde elle soit assez longue, de longueur plus grande que racine de 3, il faut que mon centre il se retrouve dans ce petit disque gris-là, qui est le disque de rayon 1,5. Quand le centre tombe à l'intérieur de ce disque, à ce moment-là, ma corde, elle va être de longueur plus grande que racine de 3. Donc à ce moment-là, comme mon centre, il peut tomber n'importe où dans le disque, et je veux qu'il tombe à l'intérieur de ce disque de rayon 1,5, c'est le rapport, la probabilité que ma corde soit plus grande que racine de 3, c'est le rapport entre deux aires, qui est le rapport entre l'aire du cercle gris, du disque gris, divisé par l'aire du disque de rayon 1. Donc, le rapport, comme il y a un rapport de 1,5 entre les rayons, entre les aires, on a un rapport de 1/4. Donc, la probabilité vaut 1/4. Donc là, du coup, on a 3 chiffres différents. Et donc, quelle est la bonne réponse, en fait ? Donc, en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. D'accord ? Tout dépend de ce qu'on appelle jeter une droite au hasard et comment bien définir en fait ce qu'on appelle jeter une droite au hasard. Donc c'est un paradoxe qui peut être levé en fait quand on revient à l'origine du problème et qu'on se dit qu'est-ce que ça veut dire jeter une droite au hasard. Donc du coup on va se poser cette question. Ça veut dire quoi jeter une droite au hasard en fait ? Et déjà c'est quoi une droite ? Voilà. On va revenir aux fondamentaux de la géométrie, la droite. Donc déjà, comment est-ce qu'on représente une droite ? Donc, comment est-ce que bien représenter une droite ? Alors, une droite, en général, c'est donné par une équation
comme on la voit à l'école, c'est plutôt AX plus BY plus C égale 0. Donc c'est les points X, Y du plan qui vérifient une équation comme ça. Alors le problème, c'est que cette forme, elle est pas bien déterminée, parce qu'on voit par exemple que si on change A en 2 fois A, B en 2 fois B, C en 2 fois C, on a toujours la même équation en fait, on définit toujours la même droite. Donc c'est pas bien déterminé juste par cette forme ABC. Donc pour bien représenter une droite, je vous expliquerai justement juste après en quoi c'est une bonne représentation, eh bien on va représenter la droite d'une façon canonique, entre guillemets, par des coordonnées polaires. Alors les coordonnées polaires, donc pour représenter la droite, donc on a notre repère avec deux droites, l'axe des X, l'axe des Y, on appelle O l'intersection. Et en fait, pour représenter une droite, eh ben, on va commencer par regarder quelle est sa distance au centre du repère. Donc on va appeler R, c'est la distance de la droite au centre du repère. Et puis on va regarder justement quel est l'angle que fait la perpendiculaire issue de la droite sur le point O. Eh ben, l'angle qu'elle fait avec l'horizontale. Donc on repère une droite comme ça par une distance et un angle. Et donc à ce moment-là, la droite, si on la réécrit de façon canonique avec les coordonnées x, y, ben la droite qui va être repérée par θ et par r, ça va être l'ensemble des points x, y du plan qui vérifie x cosinus θ plus y sinus θ moins r est égal à 0. D'accord ? Donc c'est un peu la même forme que tout à l'heure, sauf que pour A, c'est un cosinus θ, B, c'est un sinus θ, et R, moins R, c'est le C de tout à l'heure. D'accord ? Donc, alors maintenant, je vais essayer de vous convaincre pourquoi ça, c'est une bonne représentation d'une droite. Donc, en fait, quand on fait maintenant, on peut faire une correspondance. Quand on a une droite, on peut la représenter par un point du plan. Mais le plan, ce n'est plus le plan XY, c'est le plan θR. D'accord ? Donc, quand j'ai une droite, ça correspond à un point, donc une croix ici, du plan de ce rectangle plutôt, en fait, qui est l'orientation ici en abscisse, qui va varier entre 0 et 2π, entre 0 et 360 degrés, et puis la distance où ma droite est de l'origine. Donc une droite va correspondre à un point. D'accord ? Donc si je mets une autre droite, ça correspond à un autre point. Une autre droite, encore un autre point. Chaque droite, en fait, est représentée, devient un point dans l'espace des paramètres. En fait. On représente chaque droite par un point. Donc maintenant, quand on va regarder l'ensemble des droites qui vérifient une certaine propriété, comme tout à l'heure dans le paradoxe de Bertrand, on regardait l'ensemble des droites qui rencontraient un disque ou l'ensemble des droites qui déterminaient une corde de longueur plus petite que racine de 3, et ben ça va revenir à regarder une région R de P, donc j'ai appelé P cette propriété vérifiée par les droites, ça va me déterminer une région du plan θR. D'accord ? Une propriété sur les droites, ça devient une région du plan où je repère mes coordonnées des droites, θ et r. Donc, j'ai encore une droite. Voilà. Donc, alors maintenant, pourquoi est-ce que c'est une bonne représentation, cette représentation θR ? Parce qu'en fait, c'est la seule représentation qui va vous garantir une invariance par rotation et translation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? Ça veut dire que quand je vous ai parlé de la représentation θ et r, en fait, j'ai dessiné un repère. J'ai dessiné mes deux axes x et y, et puis leur origine O. Mais maintenant, si je prends un autre repère, en fait, si je prends un autre repère qui est déterminé par ici ce point O' et des axes qui sont dessinés ici en pointillé, ben, ma droite, elle ne va plus être paramétrée par l'angle θ et r. Elle va avoir des nouveaux paramètres. D'accord ? Elle va avoir des nouveaux paramètres qui vont être θ' et r'. Mais alors, ce qui est important, c'est que donc, les paramètres ne vont pas être conservés, mais par contre, la mesure de l'ensemble des droites qui vont vérifier une certaine propriété, eh bien, ça va être la mesure de l'ensemble des droites qui vont vérifier la même propriété, mais mis dans l'autre repère. D'accord ? Donc, en fait, le fait de vérifier une propriété, du coup, est indépendant du repère dans lequel on s'est placé, où est-ce qu'on a mis l'origine de l'espace, si on l'a mis à l'est, à l'ouest, n'importe où, et ça ne dépend pas de l'orientation des axes. Donc c'est pour ça que c'est une représentation qui est canonique, c'est parce que justement elle permet de regarder des propriétés et que du coup après les calculs qu'on va faire sur ces propriétés, ils ne vont pas dépendre de l'endroit où on a mis l'origine de l'espace qui est un endroit arbitraire. Donc du coup maintenant une fois qu'on sait ça, eh ben, on peut regarder des mesures
de certaines, justement, ensembles de droites qui vérifient des propriétés. Donc, en particulier, si on regarde, par exemple, la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent un disque de rayon grand R, alors, on regarde, en fait, comme on a vu qu'on pouvait mettre l'origine n'importe où, et ben, l'origine, on va la mettre au centre du disque. Et donc, une droite, on a dit qu'elle était repérée par un angle, une orientation θ, et puis une distance r à l'origine. Donc, finalement, si on regarde quel est l'ensemble, si on représente l'ensemble de toutes les droites qui vont vérifier la propriété de rencontrer le disque, et bien, ça va être toutes les droites qui peuvent avoir une orientation quelconque. L'orientation, elle peut être quelconque entre 0 et 2π. Mais par contre, pour rencontrer le disque, eh bien, il faut se trouver à une distance du centre qui est plus petite que grand R. Donc ça veut dire que toutes les droites qui vont rencontrer le disque de rayon grand R, c'est toutes les droites qui, quand on représente le paramètre θ et r, sont à l'intérieur de ce rectangle. Donc finalement, la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent le disque de rayon grand R, eh ben, c'est l'aire de ce rectangle, et ce rectangle, il est d'aire 2πr. Et donc, c'est le périmètre du disque. D'accord ? Et du coup, ça nous permet de répondre au paradoxe de Bertrand. Donc, répondre au sens où, si on prend justement comme définition de jeter une droite au hasard, la définition au sens où, justement, mes points qui représentent la droite, θ et r, sont eux aussi jetés au hasard de façon uniforme. Donc à ce moment-là, si on reprend le raisonnement de Bertrand, quand en fait on a dit la corde, pour que la droite qui rencontre le disque de rayon 1, eh ben, elle détermine une corde qui soit plus grande que racine de 3, ça veut dire qu'en fait ma droite, elle doit rencontrer le disque ici de rayon 1,5. D'accord ? Donc, et ce qu'on vient de voir, c'est que la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent un disque de rayon grand R, eh ben, c'est 2πr. Donc finalement, ma probabilité, c'est l'ensemble des cas favorables. Donc les cas favorables, c'est la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent le disque de rayon 1,5. Donc ça vaut 2π fois 1,5, le périmètre de ce disque, et divisé par l'aire du disque, du grand disque de rayon 1, le périmètre du disque de rayon 1 qui est 2π. Donc finalement, notre probabilité, elle vaut juste 1,5. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'on arrive à résoudre en quelque sorte le paradoxe de Bertrand en se donnant une bonne définition de ce que ça veut dire jeter justement des droites au hasard. Alors, en fait, on peut faire plein d'autres calculs sur ce type de mesure sur un ensemble de droites qui vérifie une propriété, et en particulier si on regarde la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent un carré de côté A. Et donc on peut calculer à ce moment-là pour toutes les droites. Si on a une droite dans une direction θ, pour qu'elle rencontre un carré ici qui est de côté A, comme tout à l'heure, on met l'origine du repère au centre du carré, et pour un angle θ qui est plus petit que π sur 4, la droite, elle va rencontrer le carré si sa distance à l'origine est plus petite ici qu'une quantité qui est la longueur ici qu'on a quand on fait quand on prend une droite et qu'on l'approche au maximum du carré jusqu'à le toucher par le coin. Et donc, en fait, quand on peut finalement calculer la mesure de l'ensemble des droites qui va vérifier la propriété de rencontrer ce carré, donc ça se calcule en regardant justement ce qui se passe entre 0, π sur 4, π sur 4, π sur 2, etc. Et puis, on peut calculer une intégrale à nouveau et on trouve 4 fois A. Et donc, 4 fois A, c'est le périmètre du carré. Donc finalement, en fait, ce n'est pas un hasard qu'on trouve les périmètres. Il y a un résultat très général qui vous dit que si vous regardez la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent un convexe K, c'est égal au périmètre de ce convexe. Donc c'est quoi un convexe ? Un convexe, c'est un ensemble tel que si vous prenez 2 points à l'intérieur de cet ensemble, le segment qui les joint est aussi complètement à l'intérieur de l'ensemble. D'accord ? Donc par exemple, une forme de U, ça, c'est pas convexe, parce que si vous prenez 2 points dans le U, le segment qui les joint, il ne va pas rester à l'intérieur du U. D'accord ? Mais alors, par contre, le carré, c'est un convexe, le disque, c'est un convexe. N'importe quelle forme un peu patatoïde, même pas très régulière, est un convexe. Et donc, voilà, donc vous avez ce résultat très fort en fait, qui vous dit que la mesure de l'ensemble des droites qui vont rencontrer un convexe, c'est égal au périmètre de ce convexe. Donc le périmètre au sens où c'est la longueur du bord du convexe.
Et donc ça a des applications encore maintenant actuelles, en fait, dans un domaine qui s'appelle la stéréologie, où la stéréologie, c'est comment obtenir des informations sur des objets, par exemple 2D, mais en utilisant juste des informations à partir de sections ou de ce qui se passe sur des droites, en fait. Donc si vous imaginez que vous avez une espèce de une boîte comme ça, un rectangle, dans lequel il y a une forme inconnue à l'intérieur, et tout ce que vous pouvez faire, c'est jeter des droites à l'intérieur comme des aiguilles, et puis vous demandez, la seule réponse que vous avez, c'est est-ce que j'ai croisé ou pas mon objet? Vous ne savez pas sur quelle longueur vous l'avez croisé, mais vous savez juste si oui ou non vous l'avez croisé. Et bien à ce moment-là, si vous arrivez à évaluer justement le nombre de fois en gros où vous l'avez croisé par rapport au nombre de fois où vous avez lancé votre droite, et bien ça va vous donner une information sur le périmètre de l'objet. Ça ne va pas vous donner une information sur l'aire de l'objet, ça va vous donner une information sur son périmètre. Et donc, en fait, il y a plein de formules après qui se généralisent comme ça, où au lieu de prendre des objets 2D, on prend des objets 3D, et puis au lieu de jeter des droites, on peut jeter des plans. Enfin, le principe, c'est toujours le même. C'est comment récupérer des informations sur un objet, ici, cet objet bleu, à partir d'informations qu'on a uniquement sur les droites ou, qui l'ont rencontré. Donc ça, c'est un domaine des mathématiques qui est très actif et qui a plein d'applications pratiques, en particulier dans la science des milieux poreux, où en fait, on n'a pas accès au milieu lui-même, on a juste accès à des mesures le long de certaines droites pour aller essayer de connaître un milieu souterrain. Et donc, en fait, ce résultat sur les périmètres, il peut même se généraliser à plusieurs convexes. On peut même trouver des formules qui vous donnent quelle est la mesure de l'ensemble des droites qui rencontrent deux convexes. Cette fois-ci, vous en avez un, K1 et K2, et vous demandez quelle est la mesure de l'ensemble des droites qui vont rencontrer les deux à la fois. Et bien à ce moment-là, il y a une formule qui va vous dire que c'est le périmètre intérieur moins le périmètre extérieur. Alors le périmètre intérieur, c'est quoi? Il faut imaginer qu'on a un élastique, et puis qu'on le met en forme de 8 autour des courbes, et bien ça va être la longueur déterminée par cet élastique. Ça, c'est le périmètre intérieur. Et puis si vous mettez votre élastique sans qu'il se croise, vous le mettez autour, et bien à ce moment-là, ça va déterminer une autre longueur, et c'est ça qu'on appelle le périmètre extérieur. Donc comme ça, on a une belle formule qui fait ça. Et donc, juste pour vous montrer, il y a des livres récents, 1976, qui justement sont entièrement dédiés comme ça à la géométrie aléatoire et qui regorgent de formules. Alors il y a des formules sur les triangles, des formules sur les disques. Enfin, c'est que des objets géométriques élémentaires sur lesquels après on fait des calculs de probabilité comme ça et on a des résultats surprenants. Il y a des choses qui sont calculables par des formules explicites et puis il y en a d'autres qui sont encore des questions ouvertes ou qui ne sont pas calculables explicitement. Et donc, voilà. Donc ça, c'est les mathématiques des probabilités géométriques. Et donc maintenant, je vais passer en apparence complètement autre chose. Donc d'abord, je vais vous montrer cette petite image d'intermède. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Voilà, exactement. Tron ou Tron, je ne sais pas comment. Voilà. Donc, alors pourquoi je vais vous montrer ça? Tron, donc c'est un Tron. 1982, en fait, c'est un des premiers films à utiliser de façon intensive les images de synthèse pour faire un monde virtuel. Donc, cette image, c'est pour vous montrer que maintenant, quelles sont les applications actuelles de la géométrie stochastique, du mélange de géométrie et de probabilité. Et ben, il y a plein d'applications dans tout ce qui est le domaine des images virtuelles. Et donc, je vais vous montrer maintenant un peu plus comment est-ce qu'on manipule ces images, comment est-ce qu'on crée des images virtuelles à partir justement de principes de géométrie stochastique. Donc ce film, donc ça on en reparlera après des images de synthèse. D'abord, je vais vous montrer avec juste quelques images qu'est-ce qu'on peut faire avec la géométrie aléatoire. Donc en fait, la géométrie aléatoire, par exemple, si on considère des droites qui sont jetées comme ça sert à modéliser par exemple tous les systèmes routiers. Donc en fait, vous avez tout un ensemble de droites, et puis on peut imaginer que ces droites, en fait, elles ont des... Alors là, j'ai mis des couleurs, mais on peut imaginer que les couleurs représentent des vitesses. C'est des vitesses à laquelle vous pouvez aller dessus. Et donc, on peut se demander quel est le temps moyen qu'on va mettre pour aller d'un point A à un point B, si on doit se déplacer le long du réseau routier.
Donc il y a plein de processus comme ça qui modélisent les routes comme un ensemble aléatoire de droites ou de segments et qui cherchent à calculer des probabilités là-dessus. Quelle est la probabilité de se déplacer, quel est le temps qu'on va mettre, etc. Et ça modélise aussi certains tissus, des fibres comme ça qui sont à l'intérieur d'un tissu. Ça peut se modéliser comme ça par des systèmes de droites aléatoires. Et puis alors, il y a un autre grand domaine où alors là il y a beaucoup de questions ouvertes. C'est le domaine de ce qu'on appelle la percolation continue ici. Donc la percolation continue, en fait, faut penser au café. D'accord ? Vous avez les grains blancs, c'est les grains de café, et le noir, c'est censé être le liquide qui passe au travers. Donc le problème de la percolation, c'est comment arriver à passer au travers de grains. Donc là, en fait, ce qu'on va regarder, c'est plutôt des questions ça s'appelle de la connexité. La connexité, c'est le fait de pouvoir se frayer un chemin à l'intérieur d'une région. Donc tout à l'heure, on avait parlé de la notion de convexité. D'accord ? Maintenant, on parle de la notion de connexité, qui n'est pas la même chose, et qui est une question en fait, qui est beaucoup plus difficile à traiter mathématiquement. Et donc, quand on a ces grains comme ça, donc ça sert, ces modèles, en fait, c'est des modèles c'est juste des disques qui sont jetés aléatoirement, et puis on se demande comme ça, justement, quelle est la probabilité qu'un liquide puisse passer au travers. Et en fait, ça, c'est des domaines qu'on retrouve, alors c'est pas seulement dans le café, savoir à quel point il faut le tasser, c'est aussi pour l'étude des milieux poreux. En fait, les gens quand on fait des recherches sur des nappes de pétrole, on aimerait savoir justement en fonction des trous, de la porosité du sol, est-ce que tout mon pétrole il va être connecté ensemble et je vais pouvoir l'aspirer facilement, ou est-ce qu'au contraire, il y a plein de petites poches partout et ça va être difficile de l'aspirer. Il y a aussi des questions pour les feux de forêt. Si vous imaginez que ces disques, ça représente des arbres vus d'en haut, suivant la densité des arbres que vous avez, un feu il va pouvoir se propager plus ou moins facilement s'il saute d'un arbre à l'autre, ou justement à quel point il faut écarter les arbres pour que le feu ne se propage pas dans ces forêts. Et donc là, on voit que si on augmente, donc là ici en fait, voilà, c'est assez facile de passer. Donc si j'augmente la densité des disques, là on arrive encore à passer, ça devient un peu plus difficile. Là c'est pas sûr qu'on passe. Et puis là, c'est sûr, on ne passe pas. D'accord ? Et en fait, justement, connaître quel est le rayon ou quelle est la densité critique de disque à partir duquel je ne vais pas passer, et ça, c'est une question qui mathématiquement est ouverte. Il n'y a pas de formule qui vous donne à quelle valeur, quelle densité il faut prendre pour être sûr que ça passe ou que ça ne passe pas. En fait, c'est des questions qui sont ouvertes parce que justement, ces questions de connexité sont des problèmes qui sont très compliqués à calculer parce que c'est très non local en fait. Vous êtes obligé de vous promener vraiment sur l'ensemble de la fenêtre pour savoir si vous allez réussir à aller jusqu'en bas. Vous ne pouvez pas regarder juste sur un petit endroit ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment des questions mathématiques ouvertes qui sont très compliquées. Et puis voilà, jeter des disques. Donc maintenant, on va revenir plus à nos images de synthèse. Jeter des disques au hasard, ça peut faire aussi des belles images. Donc là, c'est un peu inspiré des cercles de Kandinsky. D'accord ? Vous avez des disques comme ça. Alors vous pouvez les jeter avec des couleurs différentes, avec des tailles différentes, et vous créez comme ça des images d'art abstrait. Et puis en fait, on peut créer des images plus réalistes aussi. Donc pour ça, je vais d'abord vous parler d'images les plus simples qu'on puisse faire. C'est des images de bruit. D'accord ? Donc une image, pour moi, ça va être quoi ? Une image, ça va être un tableau de pixels. Donc les pixels, c'est les petits carrés. Donc en fait, là, ici, ce que j'ai représenté, c'est une image qui est de taille 64 par 64 pixels. Et puis, c'est un bruit blanc, parce que ici, ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est que, en fait, en chaque pixel, j'ai mis une valeur indépendante les unes des autres, que j'ai tirée suivant une loi gaussienne, mais peu importe, ça pourrait être suivant une autre loi. Mais en tout cas, chaque pixel a une valeur indépendante de son voisin. Donc on obtient comme ça des images, voilà, c'est des images de bruit. Bon, c'est pas très intéressant, une image de bruit, il ne s'y passe pas grand-chose. Par contre, alors là, c'est une image de bruit encore plus grande, donc elle fait 512 par 512 pixels, donc là, on ne voit même plus les pixels individuellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de filtrer ces images de bruit. Donc ça veut dire quoi, les filtrer ? Ça veut dire qu'en chaque pixel X, mon bruit, donc là je l'appelle B, et je vais le remplacer par une espèce de somme pondérée des valeurs de bruit
en ses voisins. Et je vais pondérer par quelque chose qui dépend justement de où se trouve mon voisin à côté. Donc, en fait, je prends une fonction de ce qu'on appelle un filtre, et puis je vais filtrer mon bruit avec ce filtre que j'ai noté F. Et en fait, suivant le filtre qu'on prend, donc là, j'ai pris un filtre qui a une certaine forme, on obtient ça. Après, je change. C'est toujours le même bruit qui est de départ, mais là, je change le filtre juste. Donc après, je peux obtenir une image comme ça, une image comme ça. On obtient plein d'images, en fait, qui sont déjà un peu plus structurées que juste le bruit duquel on était parti. Et donc ça a vraiment des applications pour faire de l'image de synthèse. Ah oui, là, j'ai pris un bruit encore plus régulier. Du coup, on obtient une image encore plus régulière. Et même encore plus. Voilà, donc en fait, suivant le filtre qu'on prend, on peut aboutir à des choses qui font vraiment des images de synthèse assez convaincantes. Donc là, ça va être le même principe. Là, je représente le filtre que je prends. Et puis l'autre image, ça va être toujours un bruit blanc. Donc maintenant, si je filtre un bruit blanc avec une image comme ça, ben, j'obtiens ce genre d'image. Donc on a l'impression d'une image en relief avec cette forme un peu de serpent là, qui est là-dedans. Et puis même si on prend d'autres filtres, eh ben, on peut obtenir des images comme ça. Donc là, vous avez un beau mur de crépi. Et en fait, j'étais partie juste pour faire une image comme ça. On a besoin juste d'un petit exemple de crépi, un tout petit exemple qui va me servir de filtre, et puis une image de bruit blanc aussi grande que je veux. Et puis je vais filtrer mon bruit blanc avec mon petit bout de crépi, et j'obtiens une image de crépi comme ça aussi grande que je veux. Et ça va très vite à faire comme procédé. Donc c'est des procédés qui sont très utilisés dans tout ce qui est le graphisme, pour les jeux vidéo qui ont besoin de tourner en temps réel, où il faut justement générer des images aléatoires, mais très vite en fait, et des images qui ont l'air réalistes de représenter des murs, du sol, des nuages, etc. Et donc suivant en fait le filtre qu'on prend, eh ben, on peut justement créer d'autres images. On peut recréer des tissus comme ça. Vous pouvez vous faire des murs entiers de papier peint qui ont l'air de faux bois, d'une couleur ou d'une autre. Donc on peut comme ça créer très rapidement en fait, des images qui sont des images de synthèse, mais qui sont très rapides à synthétiser et qui ressemblent à des vraies images. Ah, voilà, même un jean refait en image de synthèse. Et donc, en fait, même cette méthode, pour vous dire, il y a un chercheur qui s'appelle Ken Perlin, donc qui est professeur d'informatique à l'Université de New York, et ben, qui a reçu un Oscar à Hollywood, un Oscar technique, il n'a pas reçu un Oscar d'acteur, mais un Oscar technique pour justement sa synthèse, ce qu'il a appelé la synthèse procédurale, où c'est un peu basé sur le même principe. En fait, on a un bruit qu'on va filtrer. Et puis il fait ça sur plusieurs échelles, il y a des astuces aussi informatiques, et qui font qu'en fait, il arrive à recréer comme ça des images de turbulence, ça marche très bien pour faire du marbre, par exemple. Et donc voilà, comme quoi les mathématiques et l'informatique peuvent aboutir même à Hollywood. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très utilisé dans les films d'animation, dans les jeux vidéo, où il y a un besoin vraiment de créer des images comme ça en temps réel, en permanence. Alors, en fait, il y a aussi des choses... Du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire mathématiquement avec ce genre d'image? Eh ben, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on voit dans une image de bruit? Donc, qu'est-ce qu'on voit dans une image de bruit? Rien. Voilà. Donc, c'est pas très intéressant. Là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose apparaître. Vous voyez quelque chose? Vous voyez là la tache blanche qui est en train de grossir? Donc là, voilà, là, on voit bien une tache blanche. Alors maintenant, en fait, j'ai pris ça, c'était dans une image de bruit blanc. Donc maintenant, c'est une image de bruit filtré. Et là, je vais faire apparaître la même tache. D'accord? Donc là, vous la voyez? Elle vient d'apparaître. Elle apparaît. Là, déjà, on ne la voit plus trop. Et là, on ne la voit plus du tout. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez paradoxal, qui est de se dire, quand je suis dans une image de bruit blanc, si je prends une espèce de tache blanche, plus elle est grosse, plus je la vois bien. Et par contre, quand je suis dans une image de bruit filtré, ma tache blanche, plus elle est grosse, moins je la vois. Et en fait, ça peut avoir des conséquences assez problématiques. Et en particulier, c'est utile de comprendre ce genre de phénomène,
parce que ces images de bruit filtré, en fait, sont des images qui sont des modèles qui sont très utilisés en imagerie médicale, en particulier dans le domaine des images de mammographie. Les images de mammographie, ici, je vous ai représenté, c'est une vraie image de mammographie. Et quand vous regardez un morceau de cette image, qui est ici, en fait, c'est des images qui, alors, elles ont certaines statistiques, il y a des organisations des tissus qui ne sont pas n'importe comment, mais statistiquement, c'est des images qui sont bien représentées justement par ces bruits filtrés. Ça a les mêmes statistiques que certains bruits filtrés avec des filtres bien choisis. Et en fait, les radiologues s'étaient rendus compte que justement, il y avait certains types de lésions qui se présentaient sous forme de masses, et il y avait des lésions que les radiologues ne voyaient pas, qui étaient pourtant des masses de taille assez grosse. Et justement, l'explication, c'est que quand on est dans une image comme ça filtrée, et en fait, les masses, naturellement, en fait, il y en a qui sont déjà présentes. Ça fait déjà des aspects de masse. Et du coup, quand il y a une vraie masse, qui est une lésion qui est à l'intérieur, il se peut qu'on ne la voit pas. Parce que justement, c'est quelque chose qui a une probabilité assez grande d'apparaître à l'intérieur de ce genre d'image. Et du coup, on ne les voit pas. Et donc, pour les radiologues, ça ne vous dit pas du coup comment les voir ou comment pas les voir, mais en tout cas, ça permet de comprendre pourquoi est-ce que dans certains cas, il y a des choses qui sont pourtant des masses grandes et qui ont été ratées par des radiologues parce que dans les images qu'ils ont, les statistiques de l'image sont telles qu'en fait, par des calculs justement de probabilité, on se rend compte que ces images font d'elles-mêmes apparaître certaines masses et du coup, c'est normal qu'on ne les voit pas dans ces images. Donc, je vais maintenant passer à des choses peut-être moins tragiques. Donc je vais vous reparler en fait de ce principe du fait qu'on ne voit rien dans le bruit. Et je vais vous montrer comme quoi ça peut être utilisé de façon assez intéressante pour faire des choses dans les images. Donc ce principe, donc le principe que je vais appeler dans la suite principe de Helmholtz ou principe de non-accidentalité, ça vous dit que si vous avez une image de bruit, vous ne voyez rien. D'accord ? Bon, alors, dit comme ça, ce n'est pas très intéressant, comme on a vu. Et donc, en fait, ce principe de Helmholtz ou principe de non-accidentalité, on peut le formuler de deux façons différentes. Donc, la première façon, qui relève du sens commun, qui dit, voilà, on ne perçoit rien dans une image de bruit. Et donc, ce principe, en fait, pour la première fois, il avait été formulé en 1954 par quelqu'un qui s'appelle Hatniv et qui avait publié dans un article une image de bruit. Mais alors, une image de bruit, c'était juste des pixels qui étaient noirs et blancs à la suite, comme ça, tirés aléatoirement. Et en fait, à cette époque-là, rien que faire une image avec plein de pixels tirés aléatoirement, c'était pas on n'en voyait pas si souvent. Et en fait, la deuxième formulation qui est plus forte, qui va nous intéresser, c'est inversement, c'est de se dire que dans le bruit, je vois rien, mais si justement il y a quelque chose qui a une très faible probabilité d'apparaître ou qui a une grande déviation par rapport au bruit, à ce moment-là, je vais le voir tout de suite. Donc pour vous montrer ça, alors là, est-ce que vous voyez quelque chose? Non, vous ne voyez rien. Non, en fait, vous pourriez voir quelque chose. Là, il y a 90 points à peu près, je crois, qui sont jetés au hasard. Sauf qu'il y en a 8 d'entre eux qui sont parfaitement alignés. Mais on ne les voit pas. Enfin, maintenant que je vous l'ai dit, vous les voyez, mais sinon, vous ne les voyez pas. Et alors, pourquoi on ne les voit pas? L'explication, c'est justement un calcul de probabilité géométrique. Et c'est lié à ce principe de Helmholtz. On ne le voit pas parce que finalement, quand on a 90 points qui sont jetés au hasard, la probabilité qu'il y en ait 8 d'entre eux qui se retrouvent à peu près alignés, ça se produit assez souvent, c'est assez grand comme probabilité, donc finalement, je ne m'en aperçois même pas. D'accord ? Parce que des points alignés, finalement, je pourrais dire que là, ils sont presque alignés, là, il y en a un peu partout. Donc là, ça ne se voit pas. Par contre, maintenant, si j'ai plus qu'une trentaine de points, si je vous montre les 8 qui sont là, vous le voyez tout de suite. Donc toujours par ce principe de Helmholtz, pourquoi on les voit? C'est parce qu'en calculant notre probabilité géométrique, quelle est la probabilité que si je jette 30 points, il y en a 8 à peu près qui se retrouvent alignés? Ça, c'est une probabilité très faible. Donc en fait, le fait que je l'observe, c'est le fait qu'il n'a pas pu être là par hasard. Et d'ailleurs, j'ai fait exprès de le mettre, d'accord, sinon il n'y en aurait pas eu. Donc on le remarque tout de suite. Parce que quelque part, on a une idée de qu'est-ce qui doit se produire dans du bruit, qu'est-ce qui ne doit pas se produire, qu'est-ce qui se produit quand tout est aléatoire et qu'est-ce qui ne se produit pas. Donc ça, c'est vraiment le résultat d'un calcul de probabilité géométrique. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire... ce que je vais vous montrer, c'est vraiment de ce qu'on fait dans la recherche qu'on fait tous les jours. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ce genre de principe
pour faire ça va être de la détection d'alignement. Donc tout à l'heure, je vous ai montré juste des points et on cherchait des points alignés là-dedans. Maintenant, en fait, dans une image, comment est-ce qu'on peut détecter des alignements dans une image en utilisant ce type de raisonnement? Donc là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on manipule les images en fait, d'un point de vue mathématique quand on fait du traitement d'images dans un laboratoire de mathématiques. Donc en fait, ce que je vais vous présenter, c'est issu d'un article de recherche récent de 4 auteurs, Raphaël Grampon, Jérémy Jakubowicz, Jean-Michel Morel et Grégory Randall. Et donc leur méthode s'appelle Fast Line Segment Detector with a False Detection Control. Et donc leur acronyme c'est LSD, voilà, Line Segment Detector. Et donc ça a été publié dans une revue de traitement d'images de Machine Intelligence en 2010. Donc alors c'est quoi le cadre pour faire ça? Donc ce qu'on appelle une image, ça va être une fonction U qui est définie sur un certain oméga qui est en fait une grille de pixels, et puis qui a valeur dans R, dans les nombres positifs, disons. Et donc, en fait, à chaque pixel, on lui associe un niveau de grille. Donc ça, c'est une image. Donc maintenant, quand on a une image, eh ben, on peut calculer, en chaque pixel de l'image, on peut calculer une orientation. On va calculer une orientation qu'on va associer à ce pixel, donc on va l'appeler θ de x, et ça va être un nombre qui est entre 0 et 2π. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer cette orientation? Eh bien, on va commencer par calculer un gradient dans l'image. Donc, comment est-ce qu'on calcule un gradient dans une image? Une image, c'est une grille discrète. Donc, pour calculer un gradient, c'est l'équivalent d'une dérivée, mais en 2 variables. Et puis là, on est en plus en un cadre discret. Donc, pour calculer un gradient, si je peux calculer le gradient, par exemple, sur le bloc de 4 pixels comme ça, donc je vais appeler que c'est le gradient au centre de la fenêtre, et je vais prendre mes 4 valeurs, et puis je vais calculer les différences dans le sens des x, et puis les différences dans le sens des y. Donc je fais x2 plus x4 moins x1 plus x3, ça va me donner ma première coordonnée du gradient, et puis ma deuxième coordonnée du gradient, qui va être la variation de u à l'intérieur de cette direction-là, et ça va être x3 plus x4 moins x1 plus x2. Voilà. Donc là, ça me permet de calculer un gradient discret. Donc le gradient, c'est un vecteur en fait. Ça a 2 coordonnées. Ça a une espèce de dérivée dans la direction x et puis une dérivée dans la direction y. Et donc ce gradient, en fait, comme c'est un vecteur, je peux regarder quelle est l'orientation de ce vecteur. Et puis ce vecteur, je vais prendre son orientation, mais en plus je vais le tourner de π sur 2. Je vais le tourner de 90 degrés. Donc c'est ça que je vais appeler θ de x. Alors je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble de faire ça. Donc si on prend une vraie image, donc ça c'est une image du Pirée. Si on prend un bout de cette image, en fait on va prendre juste le bout qui est ici là. Vous voyez le haut de cette porte là. On va regarder juste le haut de cette porte pour pouvoir voir les pixels. Donc de près ça ressemble pas à grand chose. D'accord, ça ressemble, voilà, on a des pixels comme ça qui ont des niveaux de grille différents. Donc maintenant si je regarde c'est quoi le gradient, en fait le gradient, chaque pixel je lui associe une flèche, qui est justement la flèche avec les coordonnées qui est ma dérivée en x et ma dérivée en y. Donc ça, c'est le gradient en chaque point. Donc ici, en fait, le gradient dans le fond, là, sur le mur, il est très faible. Donc ça fait un point, ça fait quasiment juste un point. Et puis ici, on a un gradient qui est plus fort, là où il y a un dégradé qui est plus fort entre un point et ses voisins. D'accord ? Donc le gradient, ça mesure dans quel sens vous êtes en train de changer d'intensité. Donc là, la convention en fait, dans les images, c'est que le noir, c'est la valeur qui est quasiment 0, et puis le blanc, c'est les grandes valeurs. Donc plus c'est blanc, plus c'est des valeurs grandes. Donc le gradient, il va toujours dans le sens des plus grandes valeurs. Il dit vers où je vais me déplacer pour augmenter ma valeur. Donc ça, c'est le gradient. Donc maintenant, si je tourne mon gradient de π sur 2, je vais me retrouver avec des flèches qui vont dans le sens des lignes, en fait. Au lieu d'aller dans la direction où j'augmente le plus, je vais plutôt chercher à rester dans la direction où je suis à peu près égal à mon voisin. Donc c'est pour ça que ça fait ces flèches comme ça. Et donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est non pas ces flèches avec leur longueur, mais c'est juste l'orientation de ces flèches. Maintenant, je vais juste regarder comment sont orientées ces flèches indépendamment de leur longueur. Donc du coup, maintenant, je me retrouve avec, en chaque pixel, une flèche qui m'indique comme ça dans quel sens je vais aller. Et donc, ce dont on se rend compte tout de suite, c'est que quand on est dans une zone quasiment constante, qui n'a pas d'information géométrique, mon gradient il va dans tous les sens. Il part dans toutes les directions. Alors que quand je suis le long d'un contour, mon gradient il est bien structuré le long de ce contour. Enfin, mon orientation pardon, est bien structurée le long de ce contour. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait avec toutes ces
En gros, on a plein de petites aiguilles. On est comme Buffon, sauf qu'on a une aiguille par pixel. Donc maintenant, avec toutes ces petites aiguilles, qu'est-ce que je peux en faire? Eh ben, je vais regarder les rectangles à l'intérieur de mon domaine de pixels. Donc en fait, ce qu'on va prendre, c'est un rectangle. Ça va être un rectangle, un vrai rectangle du plan. Donc il peut être tourné n'importe comment. Puis je vais regarder les pixels qui tombent à l'intérieur. Et puis mon rectangle, je vais regarder son orientation principale. Le pixel, il a une orientation principale. Et puis je vais regarder à l'intérieur toutes les petites aiguilles qui sont à l'intérieur de mon rectangle. Et je vais compter combien il y en a qui sont alignés dans la même direction que le sens de mon rectangle avec une certaine précision près. Parce que si je cherche des choses qui sont parfaitement alignées, je vais avoir quasiment 0 dans des images numériques. Donc en fait, il faut que je regarde vraiment des alignés, mais avec une certaine tolérance sur l'angle entre ma petite aiguille et l'orientation du rectangle. Donc ici, par exemple, dans ce rectangle, il n'y a que 8 points qui sont alignés avec le rectangle par rapport à tout le rectangle. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder simplement les rectangles qui sont tels que leur nombre de points alignés il est plus grand qu'un certain seuil, qu'à 0. Et alors, comment est-ce qu'on calcule ce seuil? Ce seuil, justement, ça résulte d'un calcul de probabilité géométrique. Ce qu'on veut, c'est garder que les rectangles dont on est sûr qu'ils ne vont pas se produire dans du bruit par hasard. Donc ça veut dire que mon K de R, il faut qu'il soit suffisamment grand pour ne pas se produire dans du bruit. Je veux que si mon K de R il vaut 15, je veux être sûr que c'est parce qu'il y a une structure dans l'image ici, et je ne veux pas que ça soit à cause du bruit. Donc ça nous détermine un seuil, et on va garder ensuite tous les rectangles qui ont un K de R plus grand que K0. D'accord ? Et du coup, après, on applique ça à n'importe quelle image, et on voit les rectangles que ça nous donne. Donc ça nous permet de détecter les alignements dans les images. Donc, pour récapituler, si on regarde qu'est-ce que ça donne sur des images, alors la première image que je vous ai mise, là, c'est une image de bruit. D'accord ? C'est juste du bruit. Et là, justement, c'est son champ d'orientation. Donc là, en chaque pixel, j'ai représenté le θ de x, mais je l'ai représenté par un code couleur, parce qu'a priori, c'est un vecteur. D'accord ? C'est un vecteur, mais au lieu de représenter le vecteur, j'ai représenté l'orientation du vecteur. Donc l'orientation du vecteur, elle est comprise entre moins pi et pi, d'accord ? Donc entre moins 3,14 et plus 3,14. Et donc en chaque pixel, on a une orientation comme ça. Donc comme on a vu, en fait, quand on est dans du bruit, le gradient il va dans tous les sens. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi eu l'impression d'avoir une image de bruit dans le champ d'orientation. Et donc si on regarde quel est le résultat des rectangles significatifs dans cette image, quels sont les alignements qu'on va garder dans cette image, on a ça, on n'a rien. D'accord ? Parce que justement, c'est fait exprès. On a calculé nos seuils de telle façon à ce que dans du bruit, il n'y a pas d'alignement dans du bruit. Donc inversement, maintenant, ce qu'on va trouver dans des vraies images, c'est tout ce qui ne peut pas être dû au bruit, c'est tout ce qui est vraiment dû à une structure de l'image et qui n'est pas dû au bruit. Donc voilà, donc si on reprend sur notre image du Pirée, ici c'est son champ d'orientation, d'accord, donc avec toujours ce code couleur pour représenter les orientations. Et à ce moment-là, ça c'est le résultat du LSD. Donc c'est tous les rectangles qu'on a trouvés dans cette image. Donc en fait, les rectangles, il y a des endroits, si vous vous souvenez la porte qui était là, en fait, on avait plein de paquets de lignes parallèles et du coup, on a trouvé des gros rectangles qui contenaient comme ça toutes les lignes parallèles. Après, il y a d'autres endroits où il y a des rectangles plus fins, etc. Et donc finalement, en fait, ce qu'on représente en général, c'est plutôt juste, au lieu de représenter le rectangle en entier, on va juste représenter la ligne centrale du rectangle. Et donc ça donne ce genre d'image. Donc vous avez un dessin, en gros, qui est associé à votre image. Vous pouvez dessiner votre image. Et alors si on prend une autre image, par exemple cette image de chaise, donc là le champ d'orientation, et voilà ce qu'on obtient. On obtient une version dessinée, en fait. On a gardé juste les segments, les lignes droites qui étaient à l'intérieur de cette image. Et les lignes droites, en fait, c'était des rectangles qui avaient qui ont la propriété de ne pas pouvoir venir du bruit. S'ils sont dans l'image, c'est qu'ils sont vraiment une raison d'y être. Ils ne peuvent pas être là à cause du bruit. Et en fait, ce genre de méthode, c'est une première étape pour tout ce qui est ce qu'on appelle le computer vision. Si vous voulez faire qu'un ordinateur fasse de la vision intelligente artificielle, il faut justement lui donner des méthodes pour détecter des structures dans les images. Donc si vous voulez faire des véhicules autonomes qui se repèrent, il faut qu'ils soient capables de trouver les structures linéaires qui sont les routes, les panneaux, etc.
Et donc, il faut comme ça, c'est très utile d'avoir des méthodes qui détectent automatiquement dans les images des structures linéaires où on n'a pas besoin de quelqu'un qui, à la main, dessine sur l'image qu'est-ce qu'il y a. Et donc, ça, c'est vraiment le type de recherche qu'on fait actuellement. Et du coup, ça m'amène à vous parler de voilà, comment est-ce qu'on fait la recherche en traitement d'image. La recherche en traitement d'image, en fait, c'est une recherche qui est assez expérimentale. Parce que là, je vous ai montré des images, je vous ai dit, regardez, je vous donne cette image et puis ça donne ça. Mais finalement, il fallait me croire, hein, d'accord ? Autant au début, avec Buffon, je vous ai montré la démonstration et ligne à ligne, vous pouvez me dire, ah ben non, là, ça ne va pas, il y a une erreur. Autant quand on vous montre des images et qu'on vous dit, moi, j'ai développé telle méthode et sur telle image, elle donne ça, et puis c'est bien meilleur que la méthode d'un tel qui donne ça. En fait, on a un problème de reproductibilité de la science expérimentale où il faut croire ce que disent les autres, ou alors il faut essayer de recoder soi-même les méthodes des autres. Et puis recoder les méthodes, ça suppose que les chercheurs, en fait, dans leurs articles, ils nous donnent tous les éléments pour permettre de recoder leurs méthodes. Parce que bien souvent, en fait, quand on va discuter après avec des chercheurs en disant ben, j'ai essayé de refaire ta méthode, mais je ne trouve pas du tout les mêmes résultats que toi. C'est un peu comme en physique ou en chimie, hein, quand toutes ces sciences expérimentales, en fait, pour reproduire des expériences, c'est quelque chose de compliqué. Donc les chercheurs, ils vous disent « Ah oui, non, j'ai oublié d'écrire dans mon papier, en fait, l'image, avant de la traiter, je commence par la lisser un petit peu, c'est-à-dire enlever les pixels qui sont plus grands que maintenant. Mais je ne l'ai pas dit parce que ce n'est pas important, etc. » Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a toute une partie des méthodes qui sont des non-dits, en fait, qui sont soit évidents, soit en fait, où on dit « Ah mais non, en fait, il y a aussi ce paramètre, j'ai oublié de dire, pour avoir tel résultat, le paramètre, en fait, il fallait le diviser par 4, alors que sur l'autre image, il faut le prendre multiplié par 4, parce que sinon, ça ne va pas bien, enfin, etc. » Donc, suite à tout ça, en fait, il y a des chercheurs qui ont cherché à développer ce qui s'appelle la recherche reproductible, en se disant que voilà, quand on fait de la recherche, eh ben, il faut que les autres soient capables de reproduire ce que vous avez fait. Donc quand c'est de la recherche purement mathématique où il y a des démonstrations, ben, on peut suivre une démonstration ligne à ligne et essayer de la comprendre, de la reproduire, etc. Mais justement, quand on fait du traitement d'images, qui peut être une science plus expérimentale, il faut justement que les chercheurs soient capables d'expérimenter et de reproduire les résultats des autres. Et donc en particulier, alors c'est un état d'esprit qu'on retrouve pas seulement dans la recherche en France, hein, il y a aux États-Unis ou dans plein d'autres pays. On s'intéresse vraiment à ces questions de reproduction de la recherche et de fiabilité des résultats expérimentaux qui sont montrés. Et donc, il y a Jean-Michel Morel, donc, qui est professeur à l'ENS Paris-Saclay, qui a développé récemment un journal en ligne donc, qui s'appelle IPOL, Image Processing Online. Et en fait, le but de ce journal, c'est vraiment un journal dédié au traitement d'images et à l'analyse d'images. Et en fait, le but, c'est vraiment de souligner l'importance des mathématiques comme étant une source importante pour justement faire des algorithmes dont on va maîtriser le comportement de ces algorithmes, et puis aussi justement dans cet esprit de reproductibilité de la recherche. Donc chaque article en fait, qu'on soumet à ce journal, eh ben, c'est un peu comme un autre journal auquel on soumet nos articles, sauf que maintenant, en fait, on soumet non seulement l'article, mais on soumet le code qui a permis de faire cet article, et puis on donne une version pour faire une démonstration en ligne, et puis il va y avoir aussi les archives, toutes les expériences faites par les gens vont pouvoir être archivées. Et en fait, c'est comme une revue normale au sens où à la fois l'article lui-même et le code source, eh ben, il y a des rapporteurs anonymes, au moins 2, qui vont faire un rapport dessus et chercher les erreurs et dire ce qui va pas, l'originalité, etc. Donc un travail de rapport sur ces articles. Et tout est contrôlé en fait comme un vrai article. Donc, et du coup, c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant, en espérant que ça marche. Donc, on va nous-mêmes faire des expériences sur ces articles. Donc, c'est vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on fait la recherche actuellement. Donc là, vous voyez, c'est le site de cette revue IPOL. Donc, vous avez le petit paragraphe que je vous ai mis tout à l'heure. Et puis, donc, vous avez les articles, les derniers articles, les numéros spéciaux. Alors, c'est tout en anglais, évidemment, parce que en traitement d'image, c'est pas comme dans les mathématiques pures. On ne peut pas publier en autre chose qu'en anglais.
Et donc, par exemple, c'est organisé par thème. Et donc, ce que je vous ai montré, le LSD, par exemple, se trouve dans la rubrique segmentation et bord. Alors, il est en bas parce que c'est un des premiers articles de cette revue. Donc, comment ça se présente, un article? Donc, un article, ça se présente. Alors là, normalement, il y a l'article qui doit apparaître. Ici, là-dessous, il n'y est pas encore. Donc, en fait, vous avez l'article qui est là. Donc, normalement, il doit y avoir l'article ici où on voit le corps de l'article avec le titre, les auteurs, tout le texte. Et puis, il doit y avoir aussi une démonstration. Donc, on doit faire une démonstration en ligne. Donc, pour faire la démonstration en ligne, c'est un code qu'on doit fournir. Et le code, il doit permettre soit de prendre une des images qui est proposée, soit vous pouvez mettre votre propre image. On peut donner sa propre image et essayer dessus ce que ça donne. Donc là, je vous ai montré celle-là, mais par exemple, on n'a pas fait la molécule LSD. Donc là, je charge cette image, je fais tourner l'algorithme, il n'y a rien à faire, il n'y a pas des paramètres à choisir, il n'y a pas de... Je le fais tourner et j'ai le résultat. Donc ça, c'est la sortie, ça, c'est ce que j'ai donné. Et puis même après, en fait, on peut récupérer l'image en différents formats, et ça nous donne le résultat. Et donc, en fait, dans cet article, voilà, il est apparu. Donc, en fait, ça se présente vraiment comme un article avec un résumé, après des sections. Et cet article doit vraiment détailler l'ensemble de la méthode. Tous les paramètres doivent être donnés. Il faut que ça soit vraiment reproductible, c'est-à-dire que l'article doit décrire fidèlement le code qu'on doit fournir avec. Donc, tout est fidèlement donné. Et alors, ce qui est intéressant aussi, donc là, vous voyez, vous pouvez soit télécharger l'article lui-même, soit même le code. Il y a une archive qui contient le code source. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la page des archives. La page des archives, ça garde au fur et à mesure toutes les expériences que les gens ont faites en ligne. Donc, les gens, en fait, ils ne rapatrient pas tous le code chez eux pour l'installer, parce que des fois, c'est des codes en C, C++, tout ça. Donc, ils préfèrent faire tourner en ligne. Et donc là, si vous regardez cette méthode LSD, elle a eu un succès assez incroyable avec 32 603 archives publiques. Et donc, on peut prendre n'importe laquelle au hasard. Alors, je vais cliquer au hasard, tac. J'espère qu'on ne va pas tomber sur du... Voilà. Donc les gens, en fait, ils mettent leur image et puis ils regardent ce que ça donne. Et donc, en fait, ça permet vraiment de faire des expériences. C'est un côté expérimental où on essaye. Après notre image, on peut... prendre une autre image ou essayer de changer la taille de l'image, voir si on retrouve les mêmes choses. Enfin, on peut vraiment faire de l'expérimentation en ligne avec ça. Et donc, ça marche très bien sur ces images de route, là, de voitures. On retrouve tout ce qui a des structures linéaires, en fait, on le retrouve là-dessus. Et donc, les archives sont gardées. On a le droit de dire qu'on ne veut pas que notre expérience reste dans l'archive. Et voilà, donc ça c'est le principe de la revue. Et du coup, en fait, il y a plein des méthodes que je vous ai montrées aujourd'hui qui sont là-dedans. Il y a aussi tout ce qui est autour justement de la texture. Et donc sur la texture, vous avez plein de méthodes. Je vais vous montrer celle-là en particulier. C'est une méthode qui permet de faire en fait, on fait des copier-coller. Donc, en fait, au lieu de jeter des aiguilles comme Buffon, on va jeter des petits morceaux d'image. On va les jeter, mais pas totalement au hasard. En fait, on va les jeter de telle façon à ce qu'ils se recollent bien. Et donc, si on prend, par exemple, alors je sais pas, on va prendre une texture. En fait, on va prendre cette image. Donc ça, c'est une texture, alors qui n'est pas comme les images que je vous ai montrées tout à l'heure, parce que les images que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des images qu'on appelait un peu de micro-textures. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas bien discerner des objets à l'intérieur. Ça faisait plutôt comme un bruit un peu... c'était justement des bruits filtrés, mais ça reste quand même un aspect un peu bruit. Alors qu'ici, ce sont plutôt des macro-textures. Donc, on peut choisir de faire comme ça des synthèses d'images à partir de ça comme exemple. Donc, j'ai ça comme exemple, et puis je voudrais un papier peint pour remplir un mur entier qui ait la même tête que ça. Donc, comment faire? Et ben, donc, en fait, on choisit la taille de ce qu'on veut. Et puis, donc là, je dis que je veux que ma sortie soit de taille 2 fois plus grande que mon image d'exemple. Je fais tourner l'algorithme. Alors la contrainte pour être sur EPOL, c'est d'avoir des choses qui tournent en moins de 30 secondes. Donc ça oblige aussi à réfléchir pas mal aux algorithmes. Et du coup, voilà, vous avez votre image de sortie qui est en fait un copier-coller, mais intelligent de votre image. Ce n'est pas juste j'ai pris l'image et puis je l'ai recopiée 4 fois pour avoir quelque chose de 2 fois plus grand.
En fait, c'est des morceaux de l'image qui sont prises, de la première image, et puis qu'on a recollé dans la deuxième, et puis après, on a cherché à recoller comme ça au fur et à mesure, mais de façon intelligente. Et donc, on peut comme ça faire des tas de méthodes pour faire de la synthèse d'images. Et à nouveau, ici, l'article est disponible, le code est disponible. Et puis, pareil, il y a des archives. Alors, ça a moins de succès, vous voyez, il n'y a que 7 pages d'archives. Ça a eu moins de succès que le LSD, mais c'est plus récent aussi. Voilà. Et puis, alors une dernière chose que je vais vous montrer, peut-être, c'est pour vous montrer qu'on ne fait pas que de la synthèse d'images, on peut faire aussi d'autres manipulations sur les images, en particulier sur la couleur et le contraste. Et ça, c'est une application que j'aime bien. C'est une application en fait, qui utilise d'autres notions mathématiques. Ça n'utilise plus de probabilité, ça utilise le transport optimal. En fait, la théorie du transport optimal, c'est une théorie pour transporter une masse ou un histogramme sur un autre histogramme. Et en fait, quand on a des images, on peut chercher souvent, c'est ce que font pas mal les téléphones actuels. En fait, vous avez des images, vous en avez une qui est prise mais qui est trop claire, l'autre qui est trop sombre. Et puis, vous voulez chercher à avoir une image qui soit de bonne qualité, à la fois pas trop sombre, pas trop claire. Enfin, on cherche à faire de la fusion d'images pour réunir le meilleur de toutes les images qu'on a. Et donc là, cette méthode, en fait, qui est justement permet de faire du transport optimal entre deux distributions d'images, et puis de s'arrêter au milieu en plus du transport. Donc en fait, on a un espèce de barycentre, de moyenne, qui va vous combiner le meilleur aspect des deux images. Alors celle que j'aime bien, c'est celle des... Donc si on prend ici cette image, donc en fait, il y a deux... Il y a cette là, ça c'est la première image, ça c'est la deuxième. Donc là, on est vraiment dans le cas. En fait, c'est pas deux fois la même image. Il y a un léger décalage entre les deux. Donc là, c'est la première image qui est trop sombre, et là, c'est la deuxième qui est trop saturée en fait. Donc ce qu'on peut faire, c'est justement chercher à égaliser tout ça pour que les deux images soient dans la même dynamique. Donc là, on fait tourner l'algorithme. Donc tout ça, ça tourne en ligne. C'est pas sur mon ordinateur, ça tourne vraiment en ligne. Donc là, c'est la première image, ça c'était son entrée. Là, c'est la première image en sortie. Là, c'est la deuxième. Donc vous voyez que maintenant, les deux images ont la même dynamique. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un des iguanes là, qui tourne la tête. Vous voyez ? Alors qu'on ne le voyait pas du tout en fait sur les... Donc là, on a... Voilà. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui utilise cette théorie du transport optimal. Donc c'était pour vous parler d'autre chose que de probabilité et de géométrie. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer dans quelle direction va la recherche en traitement d'image. Donc c'est à la fois utiliser des mathématiques pour comprendre les algorithmes qu'on met au point et que ça ne soit pas juste des recettes de cuisine, en fait, pour comprendre vraiment quel va être le comportement des algorithmes. Et puis en même temps, faire de la recherche qui soit vraiment reproductible, pour que ce côté expérimental, il serve à tout le monde, et puis en même temps qu'il soit vérifiable par tout le monde, plus de transparence et plus de reproductibilité dans la recherche. Voilà, merci. Après votre démonstration sur le carré et le cercle, etc., je me demande comment on peut faire des balles fautes au tennis, étant donné la taille de la balle maintenant. Mais enfin, je vous en prie, allez-y, des questions, Vous êtes bouche bée. Je vous en prie, allez-y. Oui, allez-y, monsieur. Alors, petit bouton rouge, on approche. Voilà. Je voulais savoir comment vous utilisiez, enfin, quel procédé vous utilisiez pour générer les images aléatoires. Avec quel vous sortez les chiffres de quel générateur théorie? Eh ben, moi, personnellement, j'utilise MATLAB. Donc, des fois, il m'est arrivé des choses pas très... Donc, le MATLAB a un générateur aléatoire qui est basé sur des multiplications de nombres. Enfin, je ne suis vraiment pas spécialiste de générateurs là, mais c'est des générateurs pseudo-aléatoires, en tout cas. Comment vous l'appelez? Pardonnez-moi. MATLAB, c'est un logiciel pour faire du hasard. Non, pour faire des mathématiques, en fait, pour résoudre des systèmes linéaires qui manipulent tout sous forme de systèmes linéaires. Mais il y a une des fonctions qui est une fonction rand, et qui est en fait un générateur pseudo-aléatoire.
Et sauf que, en fait, MATLAB, quand vous lancez MATLAB et que vous dites rand, eh ben, il vous sort toujours le même premier chiffre. Si vous ne remettez pas à zéro son... Et je sais que des fois, ça m'est arrivé de faire des expériences en me disant je vais en lancer 10 en parallèle, et puis je vais revenir demain matin, j'aurai 10 trucs. Et en fait, j'avais 10 fois la même chose parce que MATLAB, il recommence toujours sur le même rang. C'est pas une machine, c'est pas une C'est pas machine très, ouais. intelligente, ça, quand Ben même. non, Enfin, ben non, non, non. Mais Je- on peut lui dire de commencer... Monsieur est spécialiste, peut-être de... Non, pas du tout, non? Non, mais je me suis dit, vous utilisez pas pi ou je ne sais. Non, j'utilise pas les décimales. Non, en fait, c'est vrai que je me suis pas intéressée à comment générer vraiment du hasard, mais c'est une bonne Ça question. paraît fondamental. Ouais. Ben, je jette Pardon. une droite. Non, je regarde. Non, mais c'est une vraie bonne question. Mais justement, il y a des gens qui travaillent là-dessus sur quand on fait ces générateurs pseudo-aléatoires qui sont basés sur des multiplications et après sur des restes, etc. À regarder justement les chiffres qu'on obtient. Est-ce qu'ils ont vraiment une répartition au hasard Grosse et- préoccupation des cryptographes, d'ailleurs, que d'avoir des bases vraiment aléatoires. Enfin, Oui, oui, et puis d'avoir des grosses multiplications. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais. alors, les mauvaises questions maintenant. Je vous Les- en les prie. bonnes. Allez-y, allez-y. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez d'autres exemples d'applications concrètes de justement cette géométrie aléatoire que je découvre, s'il vous plaît? D'autres exemples que... alors, dans les domaines où c'est beaucoup utilisé, il y a ces domaines d'imagerie médicale. Ces domaines d'imagerie médicale où on cherche justement à modéliser les tissus, les images comme étant le résultat d'un certain processus aléatoire. Donc processus aléatoire, ça ne veut pas forcément dire que c'est n'importe quoi dans tous les sens. Il peut y avoir des lois plus ou moins structurées, mais en tout cas, que les tissus, les fibres, les os aussi, la structure poreuse dans les os sont organisées suivant un certain processus. Il y a une certaine loi qui n'est pas forcément totalement désordonnée. Mais dans l'imagerie médicale, on cherche beaucoup à faire ça pour comprendre justement la façon dont sont soit la résistance des matériaux, soit l'apparence des tissus, soit justement qu'est-ce qu'on peut voir dans ces tissus-là. Après, il y a toutes les sciences des matériaux poreux, où les matériaux poreux, c'est des matériaux qui sont faits en fait, de grains, puis à l'intérieur, il y a des pores, des trous. Et pareil, on veut connaître des questions de résistance moyenne, des questions de percolation dans ces milieux-là. Il y a la synthèse d'images, il y aurait d'autres comme... Il doit aussi y avoir des applications au niveau maintenant du repérage et de l'identification, que ce soit militaire ou pas d'ailleurs, satellitaire, de structures, Oui. de caravanes de camions, de choses. En fait, tout ce qui est le traitement d'image, lui, a un nombre d'applications Bah oui, incroyable. En fait, tout ce qui est absolument. les images, il y en a de toutes sortes. Enfin, il y en a vraiment. Il y en a des origines satellites, il y a des images d'origine médicale, il y a des images que tous les gens prennent avec leur téléphone. Des images, vous en avez, mais vraiment partout, partout. Et donc, si c'est des applications en imagerie, c'est sûr que l'imagerie, c'est un domaine qui a vraiment explosé, quoi, surtout avec les téléphones et le fait que maintenant les gens, puis c'est pas non seulement une image qu'on prend, c'est toute une pile d'images en même temps, donc il faut arriver à traiter ces choses-là, et c'est vrai que la géométrie stochastique aide à faire ce genre de choses. Ouais. Juste votre avis sur une petite chose qui m'a traversé l'esprit tout à l'heure, quand vous expliquiez qu'on pouvait, si j'ai bien compris, vous me reprenez évidemment, ça serait bien une des premières fois, mais enfin bon. J'oserais pas. Vous avez expliqué, je crois, qu'on pouvait repérer le contour d'une masse, par exemple, en imagerie médicale, grâce à... Allez, votre image était des aiguilles Oui. que l'on prend. Est-ce que dans le cas, par exemple, des IRM, etc., on peut considérer le trajet d'une particule, c'est souvent du X, enfin des rayons X, mais pas toujours. Est-ce que c'est le même phénomène, enfin, qui est exploité, c'est-à-dire que quand le récepteur est frappé par la particule qui a
rencontrer tel type Ouais. de tumeur ou d'autre chose. Est-ce que c'est finalement la même chose que votre exemple? Ben, en fait, ça se rapproche dans le sens où tout ça, ça appartient à ce qu'on appelle des problèmes inverses. C'est-à-dire qu'en fait, où on a un certain type de mesure qui est faite, et puis on cherche à l'inverser pour obtenir des informations sur Oui. l'objet qu'on est en train de mesurer. En fait, on est en train d'inverser ce processus. Et en fait, dans tout ce qui est l'imagerie médicale, souvent, en fait, ce qu'on a, c'est des images 2D, Oui. c'est des images plates d'un objet qui est 3D, en fait. Mhm. Et comme vous le dites, l'image, ça a été faite par le long d'un rayon. Mhm. En fait, on a calculé l'absorption selon de ce rayon. Mhm. Mhm. Et en fait, on cherche à faire de la reconstruction du 3D. 3D Voilà, à de partir retrouver de- le 3D. Et en fait, là aussi, oui, il y a des questions de géométrie stochastique où justement, si je jette des sphères, et puis si après je regarde la projection de ça, et ben, par exemple, c'est pas des sphères, des disques que je vais avoir jetés, c'est des disques mais de rayons plus ou moins différents. Donc il y a des liens aussi entre les différentes dimensions des objets sur lesquels on travaille. Et ça, c'est une question qui est très Bah, très rien que le compliquée. scanner, hein, d'ailleurs. Ouais, voilà, ça fonctionne par tranche. Et, oui, oui. Et ça, il y a plein de questions de comment, à partir d'observations 2D, je peux retrouver des choses sur quel était le 3D qui était derrière, en fait. Allez-y, je vous en prie. Les matheux, les plus jeunes d'entre vous que je vois là-bas, là, alors, est-ce que tout ça vous parle? Oui, ah, madame, allez-y. Alors, il faut appuyer sur le bouton rouge et puis incliner le bidule, là, voilà. Bonsoir, merci pour votre présentation. Vous avez montré l'image de mammographie. Je voudrais savoir comment vous pouvez résoudre le problème pour la deuxième image, quand la structure est grande. Comment, avec votre géométrie aléatoire, permet de mieux détecter? Oui. Donc ça, en fait, la géométrie aléatoire, du coup, là, elle va intervenir au niveau de la mise au point des appareils d'imagerie. C'est-à-dire que quand les constructeurs comme General Electric, Philips, etc., font leur système d'imagerie, en fait, ils ont besoin de faire des essais cliniques virtuels. Et donc, en fait, ils veulent pas aller scanner des milliers de femmes. Ils veulent faire des choses virtuelles. Donc, ils ont besoin de modèles de ce que serait un vrai sein, un vrai tissu, à quoi ça ressemblerait. Et du coup, c'est pour ça que ça permet d'adapter les doses de rayons qu'on doit mettre. Ça permet d'adapter les détecteurs qu'ils ont à l'intérieur de leur instrument pour essayer justement de comprendre, avec les images qu'ils vont avoir, quelles sont les limites de ces images, quelles sont les choses qu'on va pouvoir voir dans ces images, quelles sont les choses qu'on ne pourra pas voir. Et en plus, après, ils jouent aussi sur les différentes modalités d'imagerie. Vous avez les mammographies, les scanners, les tomographies. Il y a plusieurs types d'imagerie qui fournissent des images qui ont des statistiques différentes. Et c'est pour ça que souvent, en fait, on combine ces types d'imagerie parce qu'on ne voit pas les mêmes choses dans ces images-là. Quelque chose qui n'est pas visible dans une mammographie peut devenir visible dans une tomographie, dans d'autres types d'imagerie. Et donc, en fait, c'est comme ça on peut résoudre ce genre de problème. En fait, c'est en sachant justement pertinemment qu'est-ce qu'on a peut-être plus raté et quels sont les autres types d'imagerie qui vont pouvoir, au contraire, eux révéler d'autres choses et sont complémentaires, en fait. La réponse, vous avez... Allez-y. Oui, merci. Et c'est aussi comme ça, malheureusement, que quelquefois, on passe un paquet d'examens de machinerie en machinerie. Allez-y, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Toujours pas de questions, les plus jeunes? Alors, monsieur, oui. Bien, bonsoir. Oui, bonsoir. J'avoue que ce soir, j'ai appris beaucoup de choses que je ne soupçonnais pas du tout. Je vous en remercie. Et globalement, j'aimerais savoir si l'école française que vous représentez est importante dans le monde par rapport à la production d'images de synthèse, puisque, paraît-il, on a des talents dans ce domaine, y compris dans des jeux vidéo, par exemple. Est-ce que votre groupe est bien coté au niveau mondial? Voilà. Alors, mon groupe à moi, non. Personnellement, nous, on est plus vraiment du côté mathématique. C'est-à-dire que
par exemple, moi, les algorithmes auxquels je m'intéresse, c'est des algorithmes qui vont peut-être prendre 2-3 heures sur une image. Et moi, je m'intéresse plus à l'aspect mathématique de la méthode, l'aspect mathématique de l'algorithme. Mais après, il y a d'autres groupes. Alors, c'est plus qu'on les trouve plus dans des laboratoires d'informatique et dans un domaine qui s'appelle les computer graphics, donc le graphisme par ordinateur, où là, vous avez vraiment des chercheurs. Alors, il y en a beaucoup qui sont à l'INRIA, donc, qui est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, où ils ont des groupes entiers qui sont vraiment leaders sur ces questions-là et qui sont très bien représentés dans les grandes conférences internationales où il y a du graphisme comme ça par ordinateur. Et c'est vraiment... Mais c'est vrai qu'après, la démarche de construire une méthode et d'en faire quelque chose qui soit utilisable par un industriel, par un constructeur de jeux vidéo, c'est encore une autre démarche. En fait. Le transfert technologique, c'est aussi un métier à part, en fait. D'aller voir des entreprises, leur dire voilà, de quoi vous avez besoin, de les convaincre que ce qu'ils font, c'est bien, mais qu'ils pourraient faire encore mieux avec telle ou telle méthode, c'est compliqué, en fait. Nous, on travaille plus avec des entreprises qui sont sur les traitements d'images, un peu bas niveau, en fait. Comment améliorer la qualité des images pour améliorer leur gamme de couleurs, comment détecter des choses dans des images, mais c'est vrai que sur ce côté graphisme, jeux vidéo, en France, il y a des très très bons chercheurs. De toute façon, je suppose qu'il doit aussi y avoir des transferts technologiques, mais de la rétention technologique aussi entre les boîtes et entre les entreprises et même entre les États, je suppose. Ah oui, sûrement, il y a des choses... avec tout le monde ne dévoile pas toutes ces images satellitaires et tout ce qu'ils trouvent dedans. C'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, quand on donne une méthode, mais on oublie de dire qu'entre le stade A et le stade B, on a un peu tripatouillé. Voilà. Oui, il y a des choses... Et puis, c'est vrai que disons que le point de vue de la recherche publique n'est pas le même que le point de vue des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise, je pense, c'est impensable pour eux de tout mettre en ligne gratuitement et libre d'accès et de tout dire de A à Z. Mais c'est normal, c'est pas leur métier c'est aussi comme ça qu'ils gagnent leur vie en développant des choses propres qui leur sont vraiment propres. Alors que dans la recherche, on a cet aspect de développer des choses, mais après de le mettre à disposition de l'ensemble de la communauté pour que ça soit réutilisé, amélioré, etc. Je sens qu'on est un petit peu frustré, monsieur, parce que la France, elle tient son rang, là au niveau... Ah oui, non, la France tient bien son rang. Voilà. Il y a des écoles de graphisme, il y a à la fois dans les écoles... Dans les boîtes qui font ça, mais aussi dans des laboratoires de recherche de graphisme, il y a vraiment des gens qui sont au top de la recherche mondiale, ça c'est sûr, en France. Alors moi, je vais tirer un petit peu la couverture vers un domaine qui n'est pas le vôtre, du moins à ma connaissance, mais qui m'est plus proche. Est-ce que vos études stochastiques, ont été par exemple utilisées lors des interprétations diverses et variées, quelquefois, des fameuses images du fond diffus cosmologique, etc., et de la polarisation, en particulier de la lumière, de ces premières lumières? Alors, Est-ce que ça peut servir à quelque chose? Voilà, pardon. Non pas ce que vous faites, mais dans ce cadre. Le traitement d'image, oui, ça a des applications là-dedans. Et alors, ce qui est beaucoup utilisé dans ce fond cosmologique, c'est des modélisations de ce fond comme étant alors cette fois-ci un champ aléatoire. Oui. Un champ aléatoire. Alors, il y a des champs gaussiens, il y a des tas de choses qui sont là-dedans justement pour tester est-ce que c'est vraiment un champ gaussien, quelles sont les structures là-dedans. Et oui, il y a plein de choses là-dedans dans la géométrie de ces choses. Les astronomes, s'il s'agit encore d'astronomes, c'est plutôt des astrophysiciens, font appel à des écoles comme la vôtre ou à des institutions comme le CNRS pour se faire conseiller sur telle ou telle interprétation? Oui, en fait, de toute façon, ces images, quand elles arrivent dans des laboratoires CNRS. En général, c'est dans des laboratoires de recherche publique. Oui. Et quand elles sont françaises, oui.
Mais même, enfin, je pense que la recherche, c'est quelque chose qui est vraiment très mondial, très international. Les images de Cobb, elles ne sont pas arrivées en France tout de suite. Hein. Non, elles ne sont pas arrivées en France tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des images, par exemple sur la détection des ondes gravitationnelles qu'il y a eu récemment. C'est des gros appareils, mais qui sont, même s'ils sont basés aux États-Unis, c'est le résultat de collaborations de plus en plus internationales. Et il y a des chercheurs qui ont travaillé dessus pour justement détecter ces ondes à partir de la théorie des ondelettes. Avec des méthodes tout à fait similaires à avec des ondelettes développées d'ailleurs par Yves Meyer qui est à l'ENS Paris-Saclay aussi. Voilà. Et, oui, il y a une grande théorie des ondelettes d'ailleurs. C'est tout un... Voilà. Il faudrait un exposé entier sur les ondelettes. Allez-y, je vous en prie. Il y a pas de questions chez les plus jeunes d'entre vous là-bas. Vous êtes en quelle classe? Vous êtes en première, en terminale S ou quelque chose comme ça, non, je suppose? Alors, en terminale S, si on doit avoir des questions à poser, non? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 2 heures de colle. Oui, allez, voilà. Il y en a une. Voilà un micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez parlé tout à l'heure des intérêts de ces algorithmes pour que des machines apprennent à reconnaître des formes, etc., notamment pour les véhicules qui seraient conduits par une intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu l'intérêt de tout ça pour des domaines comme le machine learning ou ce genre de choses? Oui. Alors, en fait, là, ce que je vous ai montré comme méthode, hein, c'est des méthodes qu'on appelle plutôt bas niveau. D'accord ? C'est des méthodes qui n'utilisent pas une machinerie lourde et qui n'utilisent pas des techniques d'apprentissage et de machine learning qui sont très lourdes. Et c'est vrai que la tendance actuelle en traitement d'image, c'est la tendance à mettre de l'intelligence artificielle, du machine learning, donc de l'apprentissage machine partout, et en particulier ces fameux réseaux de neurones. Donc voilà, donc la plupart des choses, vous verrez maintenant, tous les articles sortent avec telle méthode faite par des réseaux de neurones, telle chose faite par des réseaux de neurones, la synthèse de texture faite par des réseaux de neurones, la détection. Les astrocytes maintenant. Voilà. Bon. Mais donc ces réseaux de neurones sont vraiment en train d'envahir le monde du traitement d'image. Et alors le problème qu'il y a avec ces réseaux de neurones, c'est que ça reste encore à l'heure actuelle quelque chose qui est très une recette de cuisine en fait. C'est des machineries vraiment lourdes dans laquelle il y a plein de paramètres à apprendre. L'ordinateur, il va tourner 1 semaine pour trouver les images, enfin pour apprendre le réseau, etc. Et c'est des méthodes qu'on ne comprend pas bien en fait. D'un point de vue mathématique, c'est encore des boîtes noires assez obscures. Et alors c'est vrai que ça produit des résultats incroyables, mais on n'en est vraiment qu'au début en fait de la compréhension de ces objets-là. Mais ça va venir. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent dessus justement à essayer de comprendre ces réseaux de neurones et comment ils fonctionnent. Et c'est sûr, ça va venir. On va comprendre pourquoi ça marche si bien. Et oui, en fait, tout ce dont je vous ai parlé, on peut le revisiter. On peut le revisiter avec des réseaux de neurones et ça a une place énorme en fait. Mais c'est vrai que moi, je prends le parti de rester encore sur les traitements bas niveau qu'on a sur les images, où je regarde mes pixels un par un et je me dis qu'est-ce que je peux faire avec chaque pixel, et puis j'ai une petite aiguille en chaque pixel et qu'est-ce que je vais en faire. Voilà. Il y a un côté extraordinairement optimiste dans vos recherches, de demander à des machines dont on sait qu'elles vont nous donner des réponses à des questions qu'on n'a pas posées. Moi, je trouve ça formidable. Non, mais je plaisante pas en plus. Oui, d'autres questions? Là encore, on n'est peut-être pas dans votre domaine, dans votre domaine de votre spécialité. Mais vous avez parlé tout à l'heure je me souviens du schéma pour comment vous avez parlé de percolation, le problème du café. Là. Bon. Ouais, percolateur. Oui, moi j'ai connu une époque où tous les cafés avaient un percolateur. Oui, mais c'est mal. Je voudrais vous demander, est-ce que là, il y a une très grosse différence? Parce qu'il n'y a pas que le problème de l'espacement, oui, l'espacement
des obstacles éventuels, des fibres ou des petites sphères, etc., etc., il y a aussi un problème qui est celui de la viscosité du produit qui Oui, veut bien sûr. passer. Et à ce moment-là, il faut que vous bossiez avec des physiciens, parce Oui. que c'est tout un bazar aussi, la viscosité et les fluides. Ça vous arrive d'avoir des travaux conjoints comme ça? Ben, justement, enfin, ces problèmes de percolation, moi j'avais commencé à travailler dessus un peu avec un physicien justement qui regardait ces modèles de Bernard Sapoval, qui regardait ces problèmes de percolation parce que en fait, alors lui il s'intéressait plutôt au fractal, hein, et il s'intéressait à l'érosion des côtes. Et l'érosion des côtes, en fait, ça fait à la fin un dessin. La côte, elle est pas droite, hein. Elle a comme ça un aspect fractal, hein. Et ça se modélise comme ça par ces percolations, où en fait, il y a des cellules qui sont attaquées, puis pas d'autres. Et puis du coup, en fait, la mer essaye de rentrer à l'intérieur en creusant au fur et à mesure. Et du coup, ça fait ces structures fractales. Donc c'est vrai qu'il y a c'est des questions qui viennent vraiment de la physique, en fait, ces questions de percolation. Donc oui, on peut travailler avec des physiciens. Et oui, il y a aussi des gens qui font, par exemple, de la mécanique des fluides, Oui, en milieu aléatoire, Mhm. où le milieu lui-même est aléatoire. Et puis, donc on peut faire des marches aléatoires dans des milieux aléatoires. Enfin, on peut mettre de l'aléatoire partout, en fait. Tout est... Des fois, ça permet d'ailleurs de simplifier certaines choses, en fait, plutôt que d'avoir un modèle Un cadre. fixe, d'avoir, en se disant que c'est juste la réalisation de quelque chose d'aléatoire. Mhm. Ça permet de voir les choses parfois sous un angle un peu différent. Par exemple? Par exemple... Non, mais je ne veux pas vous embêter. Hein, mais c'est une... Là, comme ça, je ne sais pas. Ça va peut-être me revenir. D'accord. Oui. Ben, d'autres, oui. Marie, allons-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je voulais avoir des informations sur les domaines sur lesquels vous butez. Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses, là, je vois, mais qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème au niveau de la recherche, quoi? On a un bout de temps, alors, peut-être? Non. Allez-y. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des questions théoriques, mathématiques sur lesquelles on bute. On ne sait pas. Si je reviens à ces histoires de percolation, par exemple, mes percolations, si je veux savoir, en gros, combien je vais avoir de paquets, mes sphères, là, elles se mettaient par paquet, mes disques, ils se mettaient par paquet. En gros, combien j'ai de paquets en moyenne par unité d'air, ben, ça, c'est une question ouverte. Et mathématiquement, on ne sait pas répondre à ces questions-là. C'est vraiment des questions difficiles de mathématiques et qui, en fait, posées comme ça a l'air d'être des questions anecdotiques, mais finalement, toutes ces questions de géométrie dans des champs aléatoires, c'est des questions qui sont vraiment compliquées mathématiquement et qui font appel à des outils de mathématiques assez compliqués. Donc ça, c'est une façon de buter, quoi, sur des aspects vraiment mathématiques. Après, sur les aspects traitement d'image, je crois qu'on bute encore sur le fait que la vision humaine, elle est quand même bien mieux que la vision par ordinateur qu'on fait, quoi. Il y a des tas de... La vision par ordinateur, alors on fait des tas de méthodes très bien pour des véhicules qui sont autonomes, etc. Mais en fait, ces véhicules autonomes, il y a encore pas mal de défauts. Ils sont pas parfaits à 100%. Et la vision humaine est pour l'instant encore vraiment imbattable, je pense. Et ça, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal d'arriver à l'atteindre. Je ne suis pas convaincue que ça soit un bien, mais c'est quelque chose sur lesquels on bute encore, en fait. Il y a plein de domaines, la vision en particulier, où l'humain fait mieux que l'ordinateur. Ou fait différent, en tout cas. Parfois, c'est... Et j'ai été effrayé l'autre jour de lire je ne sais pas quelle bécane à qui on avait fait faire profiter de deep learning avait confondu une photo de kangourou avec je ne sais quelle actrice. Je crois me souvenir, mais je ne vais pas le dire. Et les histoires de pavage, nos amis, les anciens, très anciens, les Romains par exemple, il y a une méthode qui s'appelait, je crois, l'opus incertum. Je prononce à l'ancienne aussi, là. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'on pavait une pièce avec des bouts de carreaux, souvent du marbre, etc., etc. Et il y avait, je ne sais plus si c'était quel était cet auteur qui se lamentait parce qu'il avait commandé un pavage comme ça au petit peuple,
Et il n'avait pas pu commander son matériel parce que le gars faisait ça justement à Opus Incertum et qui disait de toute façon, je ne peux pas vous le dire tant que je ne l'aurais pas fait. Ce qui est une bonne réponse en général pour un artisan. Mais ce que je voudrais aussi que vous me disiez, c'est est-ce qu'il y a des méthodes dans votre spécialité qui permettent de mettre de l'ordre dans cette... Par exemple, dans le pavage, parce que ça a été toute une histoire, cette histoire de pavage. Il y a un gars qui récemment vient de trouver la façon dont on pouvait, avec des tétraèdres ou je ne sais pas quoi, etc. Est-ce que vos méthodes mathématiques feraient gagner du temps dans ces... Non. Les miennes, non, pas du tout. Non, pas les vôtres. Non, je ne crois pas qu'il y ait de... Le pavage, c'est à la limite à l'opposé des probabilités, quoi. C'est vraiment le truc qu'on ne peut pas faire au hasard. Oui, alors il faut vraiment emboîter les choses exactement. Donc le hasard là-dedans, oui. J'étais interpellé par l'illustration sur notre plaquette, hein, où je voyais un beau pavage à la romaine ou à je ne sais pas quoi. C'est pour faire une image de synthèse, peut-être, pour faire peut-être une belle image de synthèse avec des... Mais si, il y a des pavages qu'on peut faire, mais... Pierre ici me... Il y a quand même on peut faire des pavages, mais... Il y a quand même des règles mathématiques pour savoir si avec des triangles... Je sens que monsieur a envie de m'aider à paver ma maison. Allez-y. Non, pas spécialement, mais effectivement, Agnès Zollner a raison. C'est-à-dire que vous faites référence à des pavages qui sont purement déterministes. Oui. Mais en effet, il y a aussi des manières de générer des pavages totalement aléatoires. Oui. C'est-à-dire une partition parfaite du plan avec des régions qui seront... convexe ou même, voire même polygonale, oui. Qu'on peut étudier séparément. Mais par contre, ce n'est pas ce que vous appelleriez un pavage régulier du tout. Oui, d'accord. On peut faire des pavages aléatoires, mais c'est pareil que... Voilà, c'est ça. La forme n'est pas garantie. Je n'aurai jamais mon chiffre de matériaux. Puisque j'ai la parole, je dirais simplement que ce type de pavage est très utilisé pour les réseaux de télécommunications. Ah bon? Oui, et pour optimiser les couvertures des réseaux de téléphonie mobiles ou fixes. Et ça, c'est quelque chose... Tout à fait bien. Voilà, c'était un des exemples que je pense qu'il faut donner aussi d'application de la géométrie aléatoire. Et c'est utilisé de nos jours pour optimiser la couverture de vos réseaux que vous utilisez tous les jours quand vous prenez votre téléphone portable. D'accord. Bon. Le placement des antennes, voilà. On optimise le placement des antennes pour... ce qu'on appelle la couverture. Oui, exactement. Ça, c'est de la géométrie aléatoire. Vous l'utilisez sans le savoir tous les jours. La couverture de nos territoires à parapluie. Je vous en prie. Oui. Il y a là-bas, Marie, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a d'autres utilisations dans l'audiovisuel de ce que vous avez parlé? Dans l'audiovisuel? Oui. Par exemple, la personne qui a eu un prix à Hollywood. Oui. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans le domaine du ce qu'on appelle le computer graphics. C'est vraiment faire du graphisme par ordinateur. Et c'est films d'animation, jeux vidéo. C'est vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Après, c'est vrai que nous, on fait des choses parfois pour la restauration de vieux films. En fait, on a travaillé sur des méthodes, justement, ces méthodes inspirées du transport optimal. Sur les vieux films, vous avez des problèmes de changement d'illumination. Ils papillonnent, en fait. On a l'impression qu'ils clignotent un peu les... Il y a des images claires, des images foncées, etc. Ils ne faisaient pas les blancs, si vous voulez, à l'époque. Oui, puis il y a des pellicules qui sont abîmées, en fait. Et du coup, en fait, on a besoin vraiment de méthodes mathématiques comme ça pour restaurer des vieilles images. Donc, dans l'audiovisuel, c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes de restauration d'images. Où il faut combler des trous, il y a des endroits où il y a des égratignures, des scratchs qu'il faut combler, il faut restaurer les films, il y a aussi des problèmes de colorisation. Il y a beaucoup de choses en colorisation de films, colorisation d'images, où on vous donne... il y a beaucoup d'entreprises où ils font ça encore à la main, en fait, coloriser chaque image une par une. Alors, il y a des méthodes pour transférer, quand on a un film, transférer à l'image suivante et après recoloriser, mais... Le fait de pouvoir automatiser ces choses-là, c'est quelque chose qui, dans l'audiovisuel, est assez utilisé, en fait. Mais vous pouvez, si ça vous intéresse, oui, et ça, vous pouvez contacter, prendre rendez-vous éventuellement, etc. à l'INA. Hein. Ils sont super balèzes à l'INA. Ils seraient contents que je dise ça. Bon, l'Institut national de l'audiovisuel, hein, qui était, je ne sais plus où, en banlieue maintenant. Bon. D'autres questions? Mais oui, hein, vous pouvez prendre contact. Allez-y, je vous en prie.
Autre question? Oui? Non? Une fois? Deux fois? Pour les plus anciens, je ne vais pas leur donner des heures de colle quand même. Enfin, bon. Alors, moi, en ce qui me concerne, il y a quelque chose que vraiment j'aimerais savoir, c'est dans vos études, enfin dans ce que vous faites quotidiennement, avez-vous besoin de gros matériel? Parce que je me souviens avoir visité le laboratoire de mathématiques d'une personne présente ce soir dans l'assistance, où j'ai été stupéfait du côté, enfin, de l'aspect peu onéreux des laboratoires de recherche mathématiques. Écoutez, mon outil de travail est là, voilà. Voilà. Tout ce dont j'ai besoin est là. J'ai aussi un papier, un crayon dans mon sac. C'est quelque chose quand même qu'on met pas assez, on met pas assez de stabilo là-dessus. C'est-à-dire que vraiment les mathématiciens, ça coûte pas très cher en matériel. En matériel, non, mais... Alors, est-ce qu'ils récupèrent tout dans leur poche? C'est possible, mais on ne nous donne pas beaucoup aussi. En matériel, un bon petit tableau, du papier, une imprimante éventuellement quand même, et puis voilà, quoi, non? Alors, ce qui coûte cher dans la recherche en mathématiques, c'est les salaires des mathématiciens. Il faut payer les gens, voilà. Et puis, je dirais que c'est de faire vivre la communauté, donc de faire voyager les gens, c'est les missions en fait, c'est d'aller à l'étranger, d'aller rencontrer des gens, d'inviter des chercheurs. L'essentiel du budget dans nos laboratoires, c'est sûr, il passe pas, c'est pas en matériel. Mais c'est pas spécifique aux mathématiciens d'aller dans d'autres laboratoires. Non, c'est pas spécifique, mais c'est vrai que l'essentiel de notre budget, c'est ça, c'est du budget de mission, de personnel, etc. Et puis parce que c'est vrai que pour le reste. Dans les bibliothèques, il y a de plus en plus de revues qui sont en accès libre. Open source, c'est ça? Ouais, open access. Access. Il y a les chercheurs eux-mêmes ont leur page web, leur page internet sur laquelle ils mettent à disposition leurs publications. Donc il n'y a même pas tellement de frais qui passent en bibliographie, en bibliothèque. Tout ça, c'est essentiellement, voilà, on a chacun un ordinateur portable et puis... Alors certaines personnes, par exemple, pour faire tourner la revue IPOL, il faut avoir un serveur, il y a même plusieurs serveurs qui sont... donc là, il faut louer du temps de serveur et voilà. Donc ça a une partie, c'est vrai, du budget, mais... c'est commun, c'est partagé à toute une équipe. Oui, mais c'est quand même un truc... Enfin bon, je ne sais pas si on est tous très bien conscients de cette... du fait qu'un labo de physique, c'est un labo de physique, un labo de chimie, etc. Mais un labo de mathématiciens, c'est pas... c'est sûr, quand on va visiter un labo de mathématiques, on est un peu déçu. Enfin, y a pas... Ah non, moi je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé ça, j'ai dit... Alors, il y a des affiches sur les murs, peut-être, il y a des... Voilà, il y avait de la craie, il y avait un tableau, il y avait tout ce qu'il fallait. Hein. Il n'y a pas de matériel spectaculaire. Spectaculaire, moins, oui. Oui, monsieur, pardon. Voilà. Bonsoir et merci pour cet exposé d'abord. Je ne sais pas si ma question a lieu d'être, vous me direz, je ne vous répondrai pas. Je suis entouré donc de jeunes gens qui sont en terminale, première, qui ont sans doute apprécié votre exposé. Et il est tard, mais leur question est sans doute actuellement, c'est sur leur orientation à ces jeunes gens. Et moi, je voudrais vous poser la question, en tant que jeune femme, directrice de recherche à l'ENS, très court, hein, quel a été votre cursus post-bac pour arriver à ce niveau et à ce poste-là, en fait, tout simplement. Le CV. Non, je veux pas le CV. C'est juste que vous comprenez qu'eux, ils sont dans... Voilà, ils cherchent à savoir, ils sont en orientation, ils ont plein d'opportunités qui se présentent à eux. Voilà, une piste, vous êtes là devant eux. Pourquoi pas parler des pistes qui vous ont permis d'aboutir à ce poste-là, voilà, tout simplement. Alors, moi, j'ai fait des études j'ai fait les classes préparatoires, donc maths sup, maths spé. Et puis après, j'ai été à l'école normale supérieure de Paris. Et donc là, j'ai fait plutôt des maths assez générales. Et puis en faisant une licence de maths, à l'époque, ça s'appelait une maîtrise. C'était pas un M1, c'était une maîtrise de maths. Et puis un DEA, donc l'équivalent du M2, c'était en analyse non linéaire appliquée. Et puis là, en fait, après, en cherchant un stage, j'ai été orientée par mon tuteur de l'école qui m'a dit « Ah, mais pourquoi tu n'irais pas faire du traitement d'image? T'aimes bien le cinéma, t'aimes bien les... » Et donc, j'ai rencontré Jean-Michel Morel qui m'a proposé un stage de DEA.
et après qui m'a proposé de faire une thèse, donc un doctorat avec lui, qui était d'ailleurs à l'ENS Paris-Saclay. Voilà, donc j'ai fait un cursus prépa grande école, mais il y a soit ce genre, pour faire des mathématiques, il y a soit ce genre même des mathématiques très appliquées, il y a soit ce genre de cursus avec plein d'autres grandes écoles. Donc nous, c'est vrai on travaille beaucoup dans un M2 de recherche qui est très lié avec des écoles autour de Saclay comme Centrale Supélec, comme il y a Polytechnique. Qu'est-ce que vous il y a les appelez mines. M2? Excusez-moi, il m'arrive d'être... Master 2e année. Ah oui, d'accord. Donc c'est Oui, master aujourd'hui, c'est master. Donc en fait, les gens en général sortent d'une licence de mathématiques informatiques. Après, ils vont faire un master 1 de mathématiques plutôt appliquées. Et puis après, il y a des master 2 de recherche, donc qui sont des master 2 à la fois qui peuvent être sur l'apprentissage, le machine learning, sur le traitement d'images, voilà. Et après, les gens vont soit faire une thèse, soit ils travaillent directement dans des entreprises. C'est vrai que c'est des domaines dans lesquels il y a beaucoup de débouchés en entreprise, en fait. Ah ça, on va mettre un coup de stabilo là-dessus quand même. Hein. Non, mais c'est... Ça, puis gros salaire aussi, hein. Gros salaire en mathématiques. Hein. Bon. Non, mais je plaisante. Bon. Là, ça devient mensonger, ouais. Monsieur, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non, d'accord. Par contre, contactez Lina, jeune femme, hein, parce que... Bon. Oui. J'ai noté pas mal de choses, mais j'ai pas eu le temps de noter la formule de l'orientation avec le gradient. Est-ce que les transparents que vous avez là sont disponibles sur votre site ou... Sur mon site, non, mais je peux vous les envoyer si vous me... Puis je pense que la présentation est filmée, donc ça ressort... Et on voit tout ça bien? Oui, normalement. Mais sinon, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous les enverrai. Ah, super, merci. Pas de souci. Oh, ça, je sais pas. Bon, enfin, on coupera. À moins que... Vous l'avez là, peut-être? Vous voulez que je vous remette la formule? Vous la recopiez? Non, mais c'est juste, prenez votre smartphone, et puis voilà. Juste 5 minutes, on a encore 2-3 minutes. Donc, c'est celle-là? Bon, ben, on va laisser travailler. Qui a encore une question? Bon, moi, je suis un petit peu à bout, parce que, n'étant pas mathématicien, mais ça n'a pas été pénible du tout, au contraire, madame, vraiment. Il y a même 1 ou 2 formules que j'ai comprises. C'est parfait. C'est vous dire que bon. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Sur le problème de l'aiguille de Buffon, j'avais en mémoire une autre solution que la vôtre. C'est possible. C'est pas celle de Buffon non plus. Donc, vous avez peut-être celle de Buffon. Qui était relativement peut-être plus simple. Ah. C'est de dire, si sur le parquet, je jette un cercle de diamètre égal à la largeur entre les lames du parquet, le cercle va couper 2 fois. Il y aura 2 intersections avec une lame, quelle que soit la façon dont le cercle tombe. Vu qu'il a strictement le cercle, il fait pi fois l'écartement entre les lames, et à partir de là, on peut calculer, le cercle étant simplement une aiguille courbée, on peut calculer le nombre de fois où une aiguille de telle longueur peut... Et si personne ne perdait des objets sur les lattes de parquet, comme ça serait peut-être plus... Et quelle est votre question? Alors, ma question, c'est est-ce que cette méthode est une bonne méthode aléatoire? Parce que j'ai l'impression que le résultat n'est pas le même. Voilà, alors cette méthode, elle repose sur l'idée que jeter une courbe, c'est un peu comme jeter une aiguille. Donc déjà, il y a une approximation qui est... Alors on peut arriver au même résultat. Alors il y a même, vous trouverez des fois dans des livres de probabilité, au-delà de l'aiguille de Buffon, il y a la nouille de Buffon. C'est-à-dire qu'au lieu de jeter une aiguille, on jette une nouille. Et donc la courbe, on peut se demander pareil, en fait, quel est le nombre d'intersections d'une courbe avec une droite? Parce que les lattes du parquet, les bords des lattes du parquet, finalement, c'est des droites. Oui. Et puis on a une nouille qui est une courbe. Et comment on croise?
Et en fait, il y a un résultat comme ça, il y a une formule de Poincaré d'ailleurs qui vous lie le nombre d'intersections d'une courbe avec justement la longueur de cette courbe. Donc oui, il y a des formules qui existent, mais je ne suis pas sûre que ça soit plus simple que celle que je vous ai montrée. En fait, ça fait appel à plus de choses peut-être, enfin à des choses différentes en tout cas. Monsieur, ne perdez pas les nouilles par terre. Je voudrais que nous remercions Agnès de Saulneux qui nous a vraiment ravis avec les choses. Je sais,